Donc il est presque 19 heures. Bonsoir à toutes et à tous. Là. Alors un petit élément d'information pour ceux qui ont vu cette affiche. Je vais peut-être demander ce que signifiait SNPHPU. Donc un petit élément d'info pour vous indiquer qui est-ce qui organise cette conférence. En fait, le SNPHPU est un syndicat de pharmaciens hospitaliers. Et on organise notre congrès cette semaine à Rennes. Ça commence demain matin jusqu'à vendredi midi. Vous ne saviez peut-être pas qu'il y avait des pharmaciens dans les hôpitaux. Il y en a, donc ce sont ceux qui vous approvisionnent en médicaments, qui s'occupent de la stérilisation, ainsi de suite. Et dans le cadre du congrès, on avait un de nos thèmes qui portait sur les neurosciences. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait, la veille du congrès, proposer, je dirais, aux Rennais, une conférence sur ce thème-là. Et donc, on s'est tourné vers l'équipe de Marc Vérin, qui est professeur de neurologie au CHU de Rennes, qui est également chercheur en neurosciences, et son équipe, lui demandant s'il acceptait de participer à cette conférence. Et donc, il est spécialiste, Marc, dans le Parkinson. Il a aussi proposé que Anne Salmon, qui est neurologue au CHU et spécialiste dans l'Alzheimer, intervienne. Donc, on a deux intervenants cliniciens ce soir. Et on a contacté également l'association France Parkinson, et M. Ghislain Couplet, donc, qui est ici présent, sera également présent. Il n'intervient pas en termes de conférence, puis il interviendra auprès de la table ronde pour la discussion qui aura à la suite des présentations. Alors vous avez noté qu'on vous avait distribué là, des petits papiers et crayons, ce qui permet, je dirais, de récupérer vos questions, qu'on donnera aux cliniciens, ce qui leur permettra de faire des réponses un petit peu groupées le cas échéant. Mais vous aurez, si nécessaire, le micro pour poser des questions à l'issue des conférences. Je voudrais aussi qu'on remercie M. Bénard de la mairie de Rennes, à qui on avait fait cette proposition de conférence, qui a bien volontiers accepté et qui a mis à disposition les services de la mairie pour faire connaître cette conférence. Donc je ne vais pas garder la parole le plus longtemps. Il est convenu que ce soit Anne Salmon qui intervienne en premier. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Alors je me présente, je suis le docteur Salmon, je suis donc neurologue au CHU de Rennes, dans l'unité de neurologie, et en particulier au CMRR, qui signifie Centre de mémoire, ressources et recherche, qui est une consultation mémoire spécialisée dans la prise en charge des pathologies neurodégénératives et notamment dans la prise en charge des maladies d'Alzheimer et des maladies apparentées. Alors, la maladie d'Alzheimer est une maladie dont on parle beaucoup dans les médias. C'est une maladie qui, depuis 30 ans, est vraiment sur le devant de la scène quand on parle des maladies neurodégénératives. De plus en plus d'émissions parlent de cette pathologie, au point que le mot de maladie d'Alzheimer est un mot utilisé de façon fréquente au quotidien. Et on en arrive même, dès qu'on perd ses clés, qu'on perd son téléphone ou ses lunettes, ou qu'on met des post-it partout dans la maison, qu'on dise en riant, mais parfois en riant un petit peu avec une anxiété sous-jacente, « Ah, c'est mon Alzheimer », etc. Et c'est vrai que c'est une maladie qui fait très peur aux Français. C'est la troisième maladie qui fait le plus peur aux Français après le cancer et le sida. Pourquoi c'est une maladie qui fait peur? Tout d'abord, c'est une maladie qui est fréquente. Elle touche actuellement en France à peu près 850 000 patients. Et on s'attend à une augmentation de la fréquence de cette pathologie du fait de l'augmentation de l'espérance de vie, avec plus d'1 million de personnes touchées dans les années à venir. Et si on conserve le mode de vie actuel, le chiffre risque d'augmenter à 1,5 million d'ici environ 2040 ou 2050. Alors c'est une maladie qui fait peur également parce que malheureusement actuellement il n'y a pas de traitement curatif de cette maladie, même si on arrive avec certains moyens médicamenteux ou non à limiter son évolution et à donner des conseils au quotidien, il n'y a pas de molécule qui permet d'arrêter l'évolution de la maladie. Et enfin, c'est une maladie qui est responsable d'une perte d'autonomie. Et dans notre société actuelle, où la conduite automobile est fondamentale, où les couples sont parfois séparés, où l'on vit seul, l'institutionnalisation, le handicap sont des mots qui font particulièrement peur et qui génèrent une angoisse importante pour l'avenir.
Et donc, la maladie d'Alzheimer est une maladie qui est connue depuis 1907. Elle a été découverte par un neuropathologiste et psychiatre allemand, Alois Alzheimer. Et cette pathologie a beau être connue, a beau être surmédiatisée, en fait, elle est très méconnue, que ce soit de la population générale, mais aussi des professionnels de santé, du fait de formes atypiques et surtout des tableaux qui sont présentés souvent dans les médias comme des tableaux évolués, alors que la maladie au quotidien, et notamment les patients que je rencontre en consultation, sont bien différents de ceux présentés notamment dans les médias. Alors, la maladie d'Alzheimer, au niveau physiopathologique, il s'agit d'une double protéinopathie. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y a 2 protéines toxiques dans le cerveau qui, quand elles sont réunies, en fait, permettent de poser le diagnostic anatomopathologique ou biologique de maladie d'Alzheimer. Donc, il y a 2 protéines. Il y a la protéine... Alors, excusez-moi. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la protéine amyloïde. Alors, en fait, là, j'ai mis des petits schémas en bas qui permettent d'expliquer. Ce qu'on voit ici, ce sont des neurones avec les corps cellulaires qu'on voit très bien ici. Et puis, il y a les axones et les dendrites qui sont les prolongements des neurones. Ça, c'est chez un sujet normal. Dans la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qui se passe? Il va se déposer 2 protéines toxiques. La protéine qu'on appelle amyloïde, ou la protéine A-bêta, dont on entend énormément parler dans les médias. Et cette protéine, en fait, va former des agrégats qui vont former ce qu'on appelle les plaques amyloïdes, qui ressemblent parfois, les anatomopathologistes parlent de soleil, en tout cas ces amas à l'extérieur des neurones. Et à l'intérieur des neurones va également se déposer une protéine qui s'appelle la protéine Tau, qui, quand elle prend une conformation anormale, va se déposer donc dans les neurones et dans les prolongations des neurones et vont détruire les neurones. Et cette conjugaison de plaques amyloïdes et de protéines Tau à l'intérieur des neurones qu'on appelle dégénérescence neurofibrillaire, cette association aboutit à la maladie d'Alzheimer et à une destruction des neurones. Donc là, on a des images un peu plus précises en anatomopathologie de ces 2 protéines. Donc sur la gauche, en fait, on voit des neurones qui sont marqués à l'intérieur en brun, ce qui représente la protéine Tau phosphorylée. Donc phosphorylée, c'est la conformation anormale que prend la protéine Tau quand elle est malade, et c'est ce qu'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire. Et ici, on voit des couronnes comme ça, comme des soleils, et c'est ce qu'on appelle donc la protéine amyloïde qui forme les plaques amyloïdes ou les plaques séniles. Et donc c'est pour ça qu'on parle de double protéinopathie. Il existe en neurologie des pathologies où il y a uniquement la protéine Tau qui se dépose, et on parle alors de tauopathie. Ça, c'est plus généralement la spécialité, notamment de Marc Vérin, avec des pathologies qui donnent des syndromes parkinsoniens. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer? Quand on a à la fois de la protéine Tau et à la fois de la protéine amyloïde qui se dépose en excès dans le cerveau, ça aboutit à une mort neuronale et donc à une diminution, à une atrophie du cerveau, notamment au niveau de certaines régions. Vous avez dû en entendre parler, il y a une région très importante dans le cerveau. Donc ça, si vous regardez, c'est une coupe coronale. Donc c'est comme si vous me regardiez de face et on coupe le cerveau et on regarde d'avant en arrière. Donc là, on voit une partie droite de cerveau. Et donc là, c'est le cerveau sain. Ça, c'est le cerveau qu'on observe lorsqu'on est atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc il y a une région très importante ici qui s'appelle l'hippocampe. Et c'est en général la première région touchée dans la maladie d'Alzheimer, avec une atrophie en regard qu'on peut observer ici, où on voit qu'il y a beaucoup moins de tissu cérébral. Et puis la maladie, très lentement, très progressivement avec le temps, va toucher d'autres régions du cerveau. Alors, quels sont les premiers signes de la maladie? Alors, en fait, souvent, à la télévision, ou encore, comme je vous ai dit dans les émissions, on voit des personnes qui ont des pathologies qui sont assez évoluées, mais les premiers signes sont des signes tout simples, ce sont des oublis, ce qu'on appelle des troubles de la mémoire épisodique, c'est-à-dire qu'on va très bien se rappeler de son enfance, de son adolescence, de son mariage, mais par contre, on va avoir des difficultés pour se rappeler de ce qu'on a fait la veille, de ce qu'on a fait aux dernières vacances. Et généralement, le patient a une conscience partielle de ces difficultés, et c'est surtout l'entourage qui dit « je te l'ai déjà dit hier », etc. Donc, ce qui se passe aussi, c'est que les patients, oubliant ce qui s'est passé, utilisent beaucoup de post-it également pour ne pas oublier des rendez-vous. Mais contrairement aux personnes anxieuses qui mettent des post-it un peu partout dans la maison et qui pensent à les regarder, le patient qui a une maladie d'Alzheimer ne va pas penser
à regarder les post-it parce qu'il a oublié les avoir utilisés, d'où des oublis de rendez-vous, etc. Et puis, surtout, le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des oublis de moments vécus. Donc, par exemple, en consultation, on demande fréquemment aux patients « Qu'est-ce que vous avez mangé la veille ? La dernière fois que vous avez vu vos petits-enfants ?» Et ces souvenirs, en fait, petit à petit, ils s'effacent. Et ça, c'est vraiment le symptôme typique de la maladie d'Alzheimer. Alors, ce qui est compliqué, c'est que la maladie d'Alzheimer, en fait, elle peut prendre des formes atypiques, notamment chez les patients qui peuvent débuter la maladie assez jeunes. Quand on dit jeune, c'est moins de 65 ans. Et là, c'est vrai que la maladie peut se manifester non pas par des troubles de la mémoire, mais par des troubles qu'on appelle visuospatiaux, ce qui est très trompeur et qui aboutit à un retard diagnostique très important, puisque le patient se plaint d'une gêne visuelle. Il va dire « je suis à table », il y a une bouteille d'eau devant moi, on me la réclame et pourtant je ne la vois pas. Je cherche quelque chose dans le frigo, je ne cherche jamais ce que mon mari, par exemple, me demande d'aller chercher dans le frigo, alors que quand il arrive, l'objet est sous mes yeux. Et en fait, ces patients-là vont souvent voir un ophtalmo en consultation qui trouve que l'acuité visuelle est parfaite. Et de ce fait, on se demande si ce n'est pas psychologique, etc. Est-ce que ce n'est pas un surmenage, un burn-out dont on parle beaucoup en ce moment. Et ça aboutit à un retard diagnostique. Et en fait, il s'agit de difficultés qu'on appelle visio-spatiales, où il y a des régions dans le cerveau qui s'occupent de la vision, de porter son regard sur le bon objet, d'adapter également sa gestuelle à l'objet qui est vu. Et parfois, donc, ces régions-là, qui sont des régions situées à l'arrière du cerveau, dysfonctionnent et le patient se plaint de troubles visuels. Et de ce fait, ce sont des personnes qui également vont se perdre dans une ville. Ils peuvent se perdre, alors généralement pas chez eux, mais dans un domicile où ils ont moins l'habitude d'aller, chez leurs petits-enfants ou leurs enfants par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme visio-spatiale. Il y a également des patients qui débutent la maladie par des troubles de la parole. Donc la mémoire va bien, la vision va bien, mais ils ont ce qu'on appelle le mot sur le bout de la langue. Alors, bien évidemment, on a tous parfois le mot qui nous manque et qui revient quelques secondes après. Ce sont des patients qui vraiment ont ces symptômes-là de façon systématique, qui entravent même la communication avec autrui, et donc une raréfaction du discours et des personnes qui s'isolent, n'osant plus parler, parce qu'ils sont constamment obligés de faire des circonvolutions pour trouver un autre moyen de dire le mot, ou alors ils emploient toujours le même mot, le mot truc, par exemple, ce qui devient particulièrement gênant, notamment quand les personnes sont encore en exercice professionnel et ne peuvent plus prendre la parole en public. Et enfin, la dernière forme qui est très méconnue et qui souvent aboutit plutôt à une consultation en psychiatrie, c'est ce qu'on appelle la forme comportementale ou la forme dysexécutive. En fait, la maladie peut aussi se manifester par un trouble du comportement avec une apathie. Donc l'apathie, Marc Vérin est assez spécialiste de ce symptôme, c'est vraiment les personnes ne font plus rien, elles n'ont plus l'envie de faire les choses alors même qu'ils signalent en général que le moral va bien. Alors, il faut déjà faire attention parce que le diagnostic différentiel avec la dépression peut être difficile, mais clairement, ce sont des personnes qui, sans raison évidente, sans antécédents personnels ou familiaux particuliers, notamment de dépression, ont une rupture avec leur état antérieur, restent chez eux, ne veulent plus aller travailler, restent notamment devant la télé, peuvent avoir également des troubles alimentaires avec ce qu'on appelle une hyperphagie, etc. Donc ça, ce sont des formes quand même plus rares, mais qu'il faut surtout connaître, notamment les psychiatres et les médecins généralistes sont confrontés parfois à ces tableaux-là qui aboutissent aussi à un retard diagnostique. Alors l'évolution de la maladie, alors ce schéma-là est assez important, puisque dans la maladie d'Alzheimer, il y a plusieurs phases. Il y a ce qu'on appelle tout d'abord la maladie d'Alzheimer préclinique. Donc là, le patient n'a aucun symptôme, et pourtant, les protéines pathologiques dont j'ai parlé tout à l'heure commencent déjà à s'accumuler silencieusement dans le cerveau. Et elles s'accumulent dans le cerveau probablement 15 ans, voire 20 ans avant le début des symptômes. On a les moyens, chez des personnes notamment, alors dans des situations très rares où il y a des antécédents familiaux, de faire des ponctions lombaires pour rechercher ces protéines toxiques dans le liquide céphalorachidien et voir si une personne est à risque de développer 20 ans après une maladie d'Alzheimer. C'est bien évidemment un geste qu'on ne fait pas du tout en routine, puisque diagnostiquer une maladie pour laquelle nous n'avons pas de traitement actuellement n'est absolument pas éthique. On le fait uniquement chez des personnes qui sont à très très haut risque de développer la maladie et chez qui on va proposer des protocoles thérapeutiques très particuliers dont on va parler tout à l'heure.
Donc je dirais que la phase préclinique, voilà, on est encore vraiment dans le domaine de la recherche. Par contre, après, on parle de la maladie d'Alzheimer prodromale. Et en fait, cette phase-là, on en parle depuis une dizaine d'années à peu près. Donc en fait, ce sont des patients qui ont des symptômes cognitifs, donc essentiellement des troubles de la mémoire, comme j'ai parlé tout à l'heure, mais qui n'ont aucun retentissement au quotidien, c'est-à-dire les gens sont parfaitement autonomes, continuent de travailler, mais par contre, ils se plaignent quand même de leur mémoire. Et il est vrai que parfois, tant qu'il n'y a pas de retentissement franc au quotidien, que les personnes arrivent à gérer leur vie, bien souvent les personnes ne consultent pas. Ou alors elles consultent, mais en fait, comme le tableau ne paraît pas particulièrement inquiétant, eh bien parfois, ça commence quand même à changer, ces patients-là ne sont pas forcément suivis, mais en fait, ils vont développer, dans un second temps, une maladie d'Alzheimer à un stade qu'on appelle de trouble cognitif majeur, en fait, qui signifie seulement, le mot majeur peut paraître un peu excessif, mais ce qui signifie que les patients ont un retentissement des troubles cognitifs sur leur autonomie au quotidien. Mais tout simplement, si quelqu'un n'est plus capable de faire sa déclaration d'impôt ou de gérer les papiers administratifs, voilà, on parle déjà de troubles cognitifs majeurs. Et là, dans ce stade-là, on parle de stade léger, modéré ou sévère. Et donc, il y a encore quelques années, on parlait de maladie d'Alzheimer uniquement lorsqu'on avait des troubles cognitifs majeurs. Mais en fait, on se rend compte maintenant que la maladie commence bien avant qu'une perte d'autonomie soit présente. Généralement, la maladie d'Alzheimer prodromale dure de nombreuses années. C'est une maladie qui, en fait, évolue très lentement entre le tout début des symptômes et puis la perte d'autonomie qui peut apparaître, avec vraiment des degrés d'évolution très, très variables en fonction des individus. Alors, comment se passe le diagnostic? Donc, généralement, la première consultation se fait auprès du médecin généraliste. Et ce qui est toujours important de savoir, c'est qui est à l'origine de la consultation. Est-ce que c'est le patient lui-même ou est-ce que c'est l'entourage? On a parfois l'habitude de dire, probablement par excès, que quand c'est le patient qui demande à consulter, c'est un petit côté rassurant parce que la conscience des troubles de la mémoire est souvent absente dans la maladie d'Alzheimer, mais actuellement, on est en train de revenir un petit peu sur ces données-là, où à la phase toute initiale, en fait, le patient se connaît bien. Et donc, si un patient, quelqu'un dit « ma mémoire ne fonctionne pas comme avant », il faut le croire, et donc il faut l'inciter à aller consulter le médecin généraliste. Alors, je dis bien inciter, parce que ce qui se passe parfois, c'est que quelqu'un a des troubles de la mémoire, l'entourage est très gêné, est stressé et parfois agacé par les oublis, etc. au quotidien, mais le patient ne veut pas consulter et bien sûr, en aucun cas, on peut forcer quelqu'un à consulter le médecin généraliste. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un interrogatoire du patient et de l'entourage. En général, si le patient va tout seul, qu'est-ce qui se passe? Il va dire que tout va bien. Si on teste sa mémoire, on va lui demander qu'est-ce que vous avez fait la veille. Eh bien, il va raconter ce qu'il a fait la veille, sauf que parfois, ce qu'il dit est faux. Et donc, c'est important que l'entourage soit là pour avoir une autre version des faits. L'interrogatoire est probablement le moment le plus important pour diagnostiquer ou suspecter la maladie d'Alzheimer. Ensuite, généralement, donc, on fait un examen physique habituel et puis on va faire des tests cognitifs de débrouillage qui vont permettre de tester très rapidement l'orientation dans le temps, dans l'espace, également tester la mémoire avec des outils que les médecins généralistes connaissent très bien. Et au terme d'une consultation avec un généraliste, il y a deux possibilités. Soit le tableau est très rassurant, et dans ces cas-là, on propose une surveillance, soit il y a quelques petits éléments suspects, ou alors le patient est très anxieux et veut absolument une consultation spécialisée, et là, le patient est adressé, alors soit en consultation mémoire d'emblée, soit on lui propose des examens complémentaires. Donc les examens complémentaires qu'on propose chez quelqu'un qui a des troubles de la mémoire sont très bien codifiés. Généralement, on propose une prise de sang, puisqu'il peut y avoir des carences en vitamines, des infections, des problèmes de thyroïde qui peuvent être à l'origine de troubles de la mémoire. Et puis, de façon quasiment, de plus en plus fréquente actuellement, on propose une IRM cérébrale, qui est un outil très, très performant pour voir s'il y a déjà, notamment les troubles de la trophicité, de la taille du cerveau qui pourrait apparaître et qui nous ferait évoquer une maladie d'Alzheimer qui débute, même si une IRM normale n'élimine pas le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Mais c'est un examen qu'on fait vraiment de façon de plus en plus fréquente depuis les 10 dernières années. Et en fonction des résultats de ces examens, ou alors
quel que soit même le résultat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si le tableau est suspect ou si le patient est en demande, il se rend en consultation mémoire ou alors auprès d'un neurologue libéral pour avoir un examen encore plus spécialisé et également proposer un bilan neuropsychologique. En effet, le neurologue, le médecin généraliste font des examens de débrouillage qui ne sont pas normés pour l'âge, qui ne sont pas chronométrés, on n'a généralement pas le temps en consultation, mais par contre on peut proposer des bilans neuropsychologiques qui durent entre 3 et parfois 8 heures, donc ça se fait sur plusieurs jours, pour analyser de façon très très fine le fonctionnement cognitif d'un patient. Puisque parfois il peut y avoir une toute petite plainte, mais pour la mettre en évidence sur les tests, ça peut être très difficile, donc il faut du temps, et puis également s'adapter au contexte du patient qui peut aussi présenter des éléments dépressifs, etc. Et ça demande un long temps d'entretien. Et alors parfois, on propose des examens complémentaires, c'est-à-dire que si on suspecte une maladie d'Alzheimer, généralement chez les patients de plus de 70 ans, le tableau clinique et l'IRM cérébral, ainsi que le bilan neuropsychologique, suffisent à porter un diagnostic de quasi-certitude. Je dis quasi-certitude parce que le diagnostic certain de maladie d'Alzheimer ne peut se faire que si on autopsie un petit bout de cerveau. Voilà, que si on prend un bout de cerveau. Néanmoins, chez les personnes de moins de 70 ans, et encore plus s'ils ont moins de 65 ans, les causes autres, les diagnostics différentiels de la maladie d'Alzheimer sont plus fréquents. Et donc, on ne peut pas rater un diagnostic particulier. Et donc, on va proposer des examens comme une ponction lombaire, où on va doser la protéine tau et la protéine amyloïde dans le cerveau et voir s'ils sont à des taux anormaux. Et généralement, la ponction lombaire, elle a raison dans 99% des cas. Donc, si la ponction lombaire dit, dans le liquide céphalorachidien, les protéines ont un taux anormaux, forcément, on a le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Il y a d'autres examens encore qu'on appelle des PET scans cérébraux, qui sont des imageries fonctionnelles, qui, contrairement à l'IRM, ne sont pas une photo du cerveau, donc ça ne photographie pas l'atrophie du cerveau, mais ça permet d'avoir une idée du fonctionnement métabolique du cerveau et de sa consommation de glucose. Et dans la maladie d'Alzheimer, il y a un pattern très particulier qui permet de voir que certaines zones du cerveau consomment moins de sucre qu'elles ne devraient, notamment dans certaines régions, notamment dans certaines régions. Alors là, ce sont des coupes qu'on appelle sagittales. On voit un patient de profil. Donc, il y a des régions ici au niveau pariétal, donc dans une région plutôt à l'arrière du cerveau, qui, lorsqu'elles consomment moins de sucre, évoquent fortement cette maladie. Et donc, on fait ces examens-là chez les patients donc jeunes, comme j'ai dit tout à l'heure, dès qu'il y a un tableau atypique, et également si les signes évoluent rapidement, puisque quand les signes évoluent rapidement, on craint toujours une infection ou d'autres maladies plus rares comme des maladies auto-immunes, et donc on fait ces examens complémentaires. Alors, quels sont les facteurs de risque de développer la maladie d'Alzheimer? Ils sont très étudiés, ils sont quand même assez bien connus actuellement. Le principal facteur de risque, vraiment, qui dépasse largement tous les autres, c'est l'âge. Plus on est âgé, plus on a de risque de développer la maladie d'Alzheimer, ce qui ne signifie pas qu'on aura forcément la maladie d'Alzheimer en vieillissant. C'est seulement un facteur de risque très important. Le sexe féminin également, pour des raisons inconnues, les femmes ont plus de risques de développer une maladie d'Alzheimer que les hommes. Après, on en vient à parler des facteurs de risque cardiovasculaires. Donc le tabagisme actif, l'hypertension artérielle, le cholestérol, le diabète, la sédentarité, l'obésité et également peut-être la dépression seraient des éléments qui seraient des facteurs de risque importants de la maladie d'Alzheimer. Pour la dépression, c'est controversé puisqu'il est difficile parfois de savoir si la dépression est un symptôme débutant de la maladie d'Alzheimer ou si c'est un facteur de risque ou si c'est la maladie d'Alzheimer qui entraîne cette symptomatologie-là. Et donc, il y a énormément d'études. Les papiers sur les facteurs de risque sont très, très importants. Et il y a eu un papier très important qui est sorti il y a quelques années, qui permet quand même de dire qu'un tiers des cas de maladie d'Alzheimer peut être attribué aux facteurs de risque que je viens de vous citer, et que le facteur mondial majeur, c'est le faible niveau d'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par faible niveau d'éducation? Ce n'est pas seulement le niveau d'études, c'est aussi le fait d'être isolé socialement, de ne pas s'intéresser au monde qui nous entoure, de ne pas regarder les informations, de ne pas lire, d'être isolé socialement. Ça, c'est probablement donc le facteur de risque mondial le plus important qui joue un rôle dans 20% des cas. Dans les pays occidentaux, c'est la sédentarité.
Donc ça, c'est très clair, notamment en Europe, le fait de ne pas faire de sport est le principal facteur de risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et en fait, les chiffres que je vous ai donnés au début de cette présentation sont assez alarmants, mais il est vrai qu'on pourrait modifier cette augmentation du nombre de cas de maladie d'Alzheimer en baissant tous ces facteurs de risque, ce qui permettrait de diminuer la prévalence de la maladie d'Alzheimer en 2050, donc dans 30 ans, de 50%. Donc en fait, j'insiste sur cela parce que régulièrement, dans certaines brochures, on peut dire qu'il n'y a pas de traitement curatif ni de traitement préventif de la maladie d'Alzheimer. C'est faux. C'est faux. Des articles scientifiques le prouvent actuellement. Alors, ce qui est très important aussi de comprendre, c'est le concept de réserve cognitive. La réserve cognitive, c'est la capacité du cerveau à être plus performant s'il est confronté à des situations inhabituelles. Le cerveau, pour parler familièrement, c'est comme un muscle, il faut le faire travailler afin que les connexions neuronales se développent et partir d'un plus haut capital de performance. Puisqu'en fait, sur ce schéma-là, qui est vraiment très connu dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, on peut voir que, alors en fait, vous voyez en bas, on va dire globalement que ça veut dire la quantité de protéines amyloïdes dans le cerveau. Et puis ici, c'est le degré de troubles cognitifs. Donc plus on est haut, plus on a des troubles cognitifs. Et là, plus on a de protéines amyloïdes dans le cerveau. Et en fait, on voit bien que pour une même quantité de protéines amyloïdes dans le cerveau, en fait, on aura plus ou moins de troubles cognitifs en fonction du niveau où on part. Voilà, donc ça c'est important. Alors après, on voit malheureusement que la pente peut être plus raide lorsque la maladie se déclare quand on a un haut niveau de réserve cognitive, mais on sait que la maladie apparaîtra bien plus tard, si elle doit apparaître, si on a des relations sociales, si on fait travailler son cerveau. Donc la prévention de la maladie. Donc il y a des choses pour éviter de développer la maladie d'Alzheimer. Déjà, on parle énormément, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des facteurs de risque cardiovasculaires et le régime méditerranéen, voilà, on en parle beaucoup dans les revues, mais c'est vrai, protège de la maladie d'Alzheimer. Il y a eu une immense étude à New York qui a permis de suivre sur une quinzaine d'années des personnes en fonction de leur régime alimentaire. Et en fait, il y avait à peu près 5000 personnes qui étaient suivies. Et on les a suivis pendant plusieurs années et on les a interrogés de façon mensuelle sur leur alimentation. Et on a vu au bout de 5 ans qu'est-ce qui se passait. Et donc ceux qui mangeaient des légumes, des fruits, de l'huile de colza, de l'huile d'olive et des poissons gras développaient beaucoup moins la maladie d'Alzheimer que ceux qui mangent beaucoup de viande rouge, des abats et des laitages en grande quantité. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important, le régime méditerranéen. L'activité sportive également, alors au moins indirectement, puisque l'activité sportive va diminuer l'obésité, les facteurs de risque cardiovasculaire sont mieux contrôlés quand on pratique un sport, mais en soi, l'activité sportive aurait également un rôle protecteur. Donc tous les facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, etc., s'ils sont bien dépistés et bien traités, permettent d'éviter de développer cette maladie, au moins en partie, bien évidemment. Ce qui est très important, c'est ce que représente ici cette chorale, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est le lien social. Alors on sait que, alors ça on n'y peut rien, hein, mais être marié, avoir des amis, ou avoir un réseau d'amis, de relations sociales, sortir, aller à des expositions, protège de la maladie d'Alzheimer. Et il y a eu des études très sérieuses qui disent que jouer d'un instrument de musique, pratiquer du jardinage, organiser un voyage à l'étranger, sortir plus de tant de fois par semaine à l'extérieur de son domicile, lire, tous ces éléments protègent de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Et ce sont des articles vraiment rigoureux. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que alors, la société change, il y a quand même une grande amélioration de la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire depuis quand même quelques années, et on en voit déjà les effets. Donc déjà, on sait que les patients de 90 ans vieillissent mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. On sait également, ça a été noté grâce à des études anatomopathologiques, que les personnes âgées ont moins de protéines amyloïdes, alors c'était en 2006, qu'en 1972. Donc cette protéine amyloïde qui est une protéine majeure dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Et il y a une étude enfin très importante au Royaume-Uni qui montre qu'il y aurait une baisse de 25% du nombre de patients atteints de maladie d'Alzheimer depuis 20 ans. Donc en fait, s'il n'y avait pas l'espérance de vie qui augmente actuellement, la maladie d'Alzheimer en fait diminuerait
en fréquence. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que l'espérance de vie augmente, donc il y aura plus de patients atteints de maladie d'Alzheimer, mais en fait, en proportion pour l'âge, il y en aura moins, grâce à la prise en charge de toutes ces comorbidités. Et donc actuellement, il y a une grande question, c'est quand même, peut-on guérir de la maladie d'Alzheimer ? Actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de traitement en pharmacie qui guérit de cette maladie-là, qui permet notamment de détruire la protéine amyloïde et la protéine tau dont j'ai parlé tout à l'heure dans le cerveau. Ça n'existe pas en pharmacie. Par contre, il y a énormément de recherches scientifiques avec un espoir de traitement quand même qui arrive, je l'espère, pour les prochaines années. Alors, pourquoi on peut espérer trouver quand même rapidement, quand je dis rapidement, ça dépend de quelle échelle, mais on va dire dans les 10 prochaines années, un traitement pour cette maladie, c'est que déjà c'est une maladie qui évolue lentement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les dépôts de protéines toxiques se déposent 15 ans, 20 ans avant le début de la maladie. Donc on a une fenêtre quand même thérapeutique pour se dire qu'on peut peut-être traiter les patients très tôt. Après, le problème, c'est que traiter des patients asymptomatiques, c'est quand même bien compliqué, donc il faut quand même être sûr que la présence de ces protéines toxiques dans le cerveau aboutisse à l'apparition de cette maladie. Mais on a du temps, c'est-à-dire par rapport à une maladie qui peut évoluer rapidement sur 1 ou 2 ans, on peut espérer quand même détruire ces protéines à partir du moment où elles apparaissent dans le cerveau. Aussi, pourquoi on a plus d'espoir actuellement, c'est qu'on connaît de mieux en mieux la maladie. Et mieux on connaît la maladie, plus on connaît les protéines toxiques qui en sont responsables, et plus on a de cibles thérapeutiques pour la détruire. Et également, ce qui est très important de savoir, c'est qu'il y a eu de nombreux protocoles thérapeutiques au cours des 15 dernières années dans la maladie d'Alzheimer qui se sont avérés négatifs. Malheureusement, les résultats n'étaient pas concluants. Mais en fait, il y a depuis environ 20 ans, tous ces protocoles ont inclus dans ces protocoles des patients qui avaient des troubles cognitifs, mais en fait on s'est rendu compte plus tard qu'ils n'avaient pas la maladie d'Alzheimer, puisqu'à l'époque on n'avait pas la ponction lombaire, on n'avait pas le PET scan, on n'avait pas tous ces examens-là, et donc on a tenté des molécules contre la maladie d'Alzheimer chez des patients qui en fait ne l'avaient pas, ce qui peut probablement expliquer certains résultats négatifs. Et aussi, et c'est le cas dans beaucoup de maladies neurologiques, probablement on intervenait trop tard. C'est-à-dire que si on veut traiter la maladie d'Alzheimer et trouver un traitement, il faut qu'on repère les gens tôt dans le début de la maladie. Alors, pas actuellement dans la phase préclinique, je vais en parler juste après, mais à la phase prodromale. Dès qu'il y a des tout petits symptômes, je pense qu'il faut venir consulter, puisque c'est à ce moment-là qu'on peut poser un diagnostic et qu'on peut proposer des protocoles thérapeutiques, puisque la recherche est très très dynamique actuellement pour trouver un médicament pour la maladie d'Alzheimer. Alors, je ne vais pas parler de tous les protocoles de recherche qui existent. Ce qui actuellement est au devant de la scène, c'est la vaccination passive. La vaccination passive, en fait, il s'agit d'injecter par voie intraveineuse des anticorps qu'on appelle soit antiprotéines amyloïdes, soit des anticorps antiprotéines tau. Donc en fait, on injecte des anticorps qui, comme un vaccin, vont aller dans le cerveau, vont aller cibler soit la protéine amyloïde, soit la protéine tau, et la détruire. Mais le but, c'est qu'on aille détruire ces protéines avant qu'elles-mêmes n'aient détruit les neurones. Donc il faut agir très tôt. Pourquoi tout à l'heure je parlais juste de la phase préclinique ? De façon très rare, j'en ai pas parlé dans cette présentation, la maladie d'Alzheimer peut être génétique. C'est rarissime, c'est moins de 1% des cas, mais il y a des personnes qui sont porteurs d'une mutation qui fait qu'ils sont sûrs d'avoir la maladie d'Alzheimer comme leurs parents, par exemple, à 50 ans. Et pour ces patients-là, on leur propose un protocole thérapeutique qui cible la protéine amyloïde pour éviter qu'ils développent la maladie. Mais ces patients-là sont asymptomatiques. Donc généralement, on leur dit « faites des enfants » et à 35 ans, on vous met cette molécule et puis on verra si dans 20 ans, voilà, vous ne développez pas la maladie. Donc, la protéine amyloïde est la protéine la plus ciblée actuellement, mais la protéine tau commence à être ciblée dans la maladie d'Alzheimer, donc avec des anticorps anti-tau depuis 2018, avec notamment, par exemple, à Rennes, des anticorps anti-protéine tau qui vont être essayés chez des patients qui ont la maladie d'Alzheimer à des formes précoces pour voir si ce médicament est toléré, bien toléré et efficace et évite une progression de la maladie.
Et dans les données toutes récentes qu'on a, alors on n'a pas de données sur la protéine Tau, parce que dans un protocole de recherche, les résultats mettent longtemps à revenir. Par rapport à la protéine amyloïde, on a des résultats positifs avec un anticorps dont on a énormément parlé dans les journaux, qui s'appelle l'aducanumab, où quand on donne cette molécule à des personnes qui sont à une phase très précoce de la maladie, en fait, on a un ralentissement de l'évolution de la maladie. Et quand on fait des imageries cérébrales très particulières, on constate que la protéine amyloïde chez ces patients-là est bien détruite. Alors après, ce qu'on veut, c'est pas seulement détruire cette protéine amyloïde, mais bien sûr, c'est que ça s'accompagne d'un ralentissement de la progression de la maladie. Et actuellement, il y a toujours des protocoles en cours et on croit beaucoup quand même en cet anticorps anti-amyloïde, si bien que généralement un protocole dure quelques années et là, il continue. Et donc, on va avoir des cohortes de patients assez importantes qui vont permettre vraiment de voir si ce médicament, si cette molécule est efficace ou pas et si elle est commercialisée dans les années à venir. Voilà. Je ne parle peut-être pas du réseau. Je ne sais pas, Marc, est-ce que j'en touche un mot ? Alors, je vais juste vous présenter, parce que c'est très concret, du réseau de prise en charge des patients qui souffrent notamment d'une maladie d'Alzheimer en Bretagne et qui ont moins de 65 ans. Très rapidement, en fait, il faut savoir que grâce aux différents plans Alzheimer, il y a eu énormément de structures médico-sociales, de personnels qui ont été créés pour prendre en charge les personnes âgées. Alors quand j'entends âgées, je suis désolée, mais il y a une scission européenne qui met la barre à 65 ans. Donc pour les plus de 65 ans, c'est vrai qu'il y a énormément de professionnels paramédicaux notamment qui peuvent prendre en charge les patients. Mais pour les moins de 65 ans, il y a une sorte de vide du fait de leur jeune âge avec des problèmes de barrières par rapport à des aides médico-sociales. En fait, vous savez, il y a une barrière d'âge à 60 ans où après 60 ans, on relève de l'APA, d'aide particulière, et avant 60 ans, on relève de la MDPH. Et en fait, tout ça crée de grandes difficultés pour la prise en charge médico-sociale des patients jeunes de moins de 65 ans, d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les patients jeunes de moins de 65 ans ont des tableaux neurologiques souvent atypiques, avec des troubles de la parole, des troubles visuospatiaux, et ils arrivent assez tard en consultation avec d'importants retards diagnostiques. Et en fait, c'est pour ça on a, alors là je vais parler du réseau, il existe une association qui s'appelle l'association Neuro-Bretagne, qui est une association qui a pour vocation d'harmoniser la prise en charge des maladies neurologiques chroniques sur tout le territoire breton. Et en réponse au plan maladie neurodégénérative qui a été lancé par le gouvernement en 2000, je ne sais plus exactement, 2015, voilà, l'association Neuro-Bretagne a décidé de créer un programme onirique qui vise vraiment à structurer la prise en charge de toutes les pathologies neurologiques chroniques sur le territoire breton, que ce soit le Parkinson, que ce soit la maladie d'Alzheimer, que ce soit les épilepsies complexes, etc. Et grâce à ce réseau, on a décidé de créer un réseau médico-social spécifique pour les patients jeunes qui souffrent de maladie d'Alzheimer. Et donc, là, j'en ai parlé très rapidement. Il y a deux choses qui vont se mettre en place d'ici la fin de l'année. C'est tout d'abord ce qu'on appelle les cellules Cluedo. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est ? Généralement, les patients jeunes, quand ils ont des troubles cognitifs, vont consulter, alors soit en consultation mémoire, mais très souvent les neurologues libéraux, qui ont le temps, bien évidemment, de diagnostiquer la maladie, mais qui ont une méconnaissance, mais comme énormément de professionnels de santé, du réseau médico-social qui existe pour les patients jeunes. Et donc, on a décidé de créer une consultation multidisciplinaire qui s'appelle la consultation Cluedo, qui est répartie sur toute la région Bretagne et qui est composée d'un neurologue, d'un neuropsychologue, d'une assistante sociale et d'une infirmière de coordination, qui a pour but de voir tous les patients jeunes en consultation récemment diagnostiqués pour une maladie d'Alzheimer, donc au sein d'une consultation multidisciplinaire, pour créer un parcours de soins personnalisé.
Donc cette consultation, elle existe de façon pilote à Rennes et va être déployée sur toute la Bretagne d'ici la fin de l'année 2018. Donc ça, je voulais en parler parce que c'est vraiment tout nouveau. Et donc c'est grâce à l'Agence régionale de santé qu'on peut mettre ça en place. Et la deuxième chose que je voulais signaler également, c'est le développement, alors à la fois pour les patients jeunes, mais également pour les personnes plus âgées, de programmes d'aide aux aidants spécifiques sur tout le territoire notamment et le bassin rennais. Donc il s'agit de programmes d'éducation thérapeutique pour les patients et des programmes d'aide aux aidants pour aider les aidants de patients souffrant de maladie d'Alzheimer, mais aussi d'une maladie dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, qui est plus rare, qui s'appelle la dégénérescence frontotemporale, qui sont des maladies particulièrement difficiles pour les patients, mais également pour les aidants, qui sont souvent en souffrance et en situation d'épuisement. Et donc on parle de plus en plus de ces aidants qui, notamment chez les patients jeunes, sont encore en exercice professionnel, ont des enfants et puis se retrouvent à gérer des situations très compliquées quand on vient de diagnostiquer une maladie neurodégénérative chez un conjoint. Je pense que voilà, c'était surtout ça que je voulais signaler. Et donc si dans la salle, certaines personnes avaient des questions sur ce programme d'aide aux aidants qui est vraiment tout récent ou d'éducation thérapeutique, je pourrais remettre des plaquettes qui ont été éditées aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie. Merci, Dr Salmon. Donc, ce que l'on va faire, c'est on ne va peut-être pas faire de pause, et on va demander à Marc Vérin d'intervenir sur le Parkinson. Marc, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Anne. C'était d'une extrême clarté. Et merci, Pascal, de nous avoir invités à débattre aujourd'hui de ces deux maladies, maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, puis les maladies de Parkinson. Alors, l'idée, c'est qu'il a été distribué des petits papiers dans la salle, et donc l'idée, c'est que pendant que l'on présente les choses, vous puissiez rédiger vos questions. On fera une petite pause, et on colligera les différents papiers, puis ensuite on répondra de manière... il y a toujours des questions sur les aspects génétiques, sur les aspects thérapeutiques, les aspects de prévention, etc. Ensuite, on débattra avec M. Couplet de tout cela, ensemble. Voilà. Alors, la maladie de Parkinson, j'ai intitulé mon topo, vous voyez, plasticité cérébrale. Anne en a parlé, c'est la manière dont le cerveau réagit à la perte neuronale. Et puis, médecine personnalisée. Et la maladie de Parkinson est un modèle de ce qui se développe, vous savez, en médecine, aussi bien en cancérologie que dans d'autres pathologies, mais ayant en pathologie dégénérative, on a des traitements qui sont adaptés à chaque type de pathologie auquel on est confronté. Et la maladie de Parkinson est une maladie complexe, parce qu'elle n'est pas unique. On va le voir ensemble. D'une manière générale, c'est une maladie qui va impacter le fonctionnement de structures. On a parlé beaucoup avec Anne de la surface du cerveau, ce qu'on appelle le cortex. Là, c'est une maladie qui va impacter principalement le fonctionnement des structures profondes du cerveau, qu'on appelle dans notre jargon les noyaux gris centraux. Alors là, ils ne sont pas gris, ils sont colorés, on va voir pourquoi ils sont colorés. Mais ce sont eux qui dysfonctionnent principalement dans la maladie de Parkinson. Et puis, vous repérez une petite structure qui est à la base du cerveau, qui est noire, et là, pour le coup, qui s'appelle la substance noire. Et c'est elle qui, en grande partie, va faire souci dans la maladie de Parkinson. Alors, ces structures profondes du cerveau jouent un rôle très important et elles sont reliées, c'est les mêmes dessinées ici, elles sont reliées avec la surface, le cortex dont nous parlait Anne tout à l'heure, et ce, dans un triple réseau, en quelque sorte, vous voyez, qui est coloré ici en vert, en rose et puis en jaune, et qui porte des fonctions différentes. En vert, vous avez le circuit de la motricité. En rose, vous avez le circuit de ce qu'on appelle la cognition, c'est les fonctions supérieures. Et puis en jaune, vous avez le circuit des émotions, mais également de la motivation. Et Anne a parlé tout à l'heure de l'apathie. L'apathie, c'est une pathologie de la motivation. Une baisse de motivation, c'est une apathie. Et donc, ces structures profondes du cerveau sont reliées avec la surface. Vous voyez qu'il y a des circuits cortico-sous-corticaux et qui portent, pour résumer, tout ce qui est de nos activités automatiques. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait sans y penser. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, effectivement, beaucoup de choses, mais 90% de ce que l'on fait dans la vie, consciente, dans la journée,
sont faites sans y penser. Quand vous marchez, vous ne pensez pas que vous marchez. Quand vous faites du ski, quand vous faites du vélo, vous ne pensez pas, etc. Et ça, c'est vrai pour la motricité, mais c'est vrai aussi pour la cognition. Tant qu'il y a des choses que vous faites de manière automatique. Quand on apprend à faire dissertation au lycée, ça s'apprend, puis après c'est automatique, etc. Les joueurs d'échecs, s'il y a des joueurs d'échecs dans la salle, hein, les grands maîtres, etc., ils sont mis devant un échiquier, en une fraction de seconde, ils savent quel est le coup qu'il faut faire, c'est automatique. Tout ça est automatisé, aussi bien dans le circuit vert que dans le circuit rose et dans le circuit jaune. Voilà. Et donc, pour que ces automatismes fonctionnent bien, et vous comprenez, c'est important dans la vie, hein, pour libérer en quelque sorte la surface du cerveau pour pouvoir faire des choses conscientes, c'est pour ça que vous pouvez, par exemple, marcher en parlant. Hein. Les noyaux gris s'occupent de l'automatique, marcher, et puis vous pouvez parler, voire chanter, etc. Donc faire deux choses en même temps, une automatique et une consciente. Contrairement à ce qu'on pense d'ailleurs, le cerveau ne fait pas deux choses en même temps, pas deux choses conscientes en même temps. Dites-le à vos enfants hein, qui sont sur leur tablette et leur smartphone, etc., ou les étudiants, moi, je leur fais fermer le téléphone parce que le cerveau ne fait pas deux choses conscientes en même temps. Voilà. Il fait séquentiellement. On pense qu'il est fait en même temps, mais pas du tout. Il est fait séquentiellement, et donc on perd beaucoup en termes d'attention et de performance intellectuelle. En tout cas, marcher et parler, c'est ce que je suis en train de faire, ça se fait bien, enfin, j'espère. Tout simplement parce que c'est eux qui s'en occupent, encore une fois, automaticité, et puis le cortex qui s'occupe des choses conscientes et nouvelles. Voilà. Alors, pour que ça fonctionne bien, ces circuits-là, il faut qu'ils soient régulés. Et le système de régulation principal, c'est un système qui est à la base du cerveau, que j'ai montré tout à l'heure, qui était noir, c'est la substance noire. Et cette substance noire, c'est tout petit, hein, ça fait 4 cm de large, hein, c'est la base du cerveau, ce qu'on appelle le tronc cérébral, en haut du tronc cérébral. Cette substance noire, ce sont des neurones dont le neurotransmetteur est la dopamine. Et la dopamine arrive ici, en haut, dans les noyaux gris centraux, pour réguler cette circuiterie. Voilà. Et le souci dans la maladie de Parkinson, j'y arrive, c'est que cette substance noire dégénère. Vous voyez, elle est noire là, et là, elle est quasiment grise, voire blanche. Et là-haut, là, c'est un PET scan, une tomographie par émission de positron. On peut voir la dopamine dans le cerveau. Vous voyez que la dopamine a très fortement diminué là où elle doit agir, là où elle doit réguler les circuits. Et donc, on ne peut plus faire les choses de manière automatique. On est obligé de les penser. Donc, les patients parkinsoniens ne peuvent plus marcher sans penser qu'ils marchent. Donc, ils ne peuvent plus faire deux choses à la fois. Une chose consciente et une chose automatique. Ils sont obligés de penser tout ce qu'ils font. Ils sont condamnés à penser tout ce qu'ils font. Voilà. Alors, les choses seraient relativement simples si ça se cantonnait à cela. Le problème, c'est que la maladie de Parkinson est une maladie dégénérative qui va toucher certes le locus niger, mais qui va toucher aussi le cortex. Et c'est ce qui donne lieu à ce qui commence à se développer, je vous en ai parlé, la médecine personnalisée, c'est-à-dire la médecine de précision, c'est-à-dire que les traitements dont on dispose pour compenser le manque de dopamine, et puis également les traitements dont on va disposer qui vont stopper l'évolution de la maladie, on va voir pourquoi. Il s'agit d'une protéine aussi qui se dépose, qui n'est pas la même que dans la maladie d'Alzheimer, mais c'est une autre protéine, un peu la même idée si vous voulez. Eh bien cela, il va falloir le proposer à bon escient. Et le proposer à bon escient, ça veut dire le proposer au type de maladie qui correspond au traitement auquel on songe. Et comme c'est une maladie qui est protéiforme, eh bien il va falloir pouvoir anticiper à quel type de maladie est-on confronté, vers quoi cette maladie va évoluer, pour pouvoir choisir à bon escient le traitement à l'instant T lorsque les symptômes apparaissent. Et même, on le verra, avant que les symptômes apparaissent. Donc c'est une maladie qui est complexe parce qu'elle est protéiforme. Alors pourquoi est-elle protéiforme? Nos collègues canadiens ont décrit, ce qui est maintenant, c'est récent, c'est un papier qui a de 3-4 ans, on décrit 3 types de maladie de Parkinson en fait. Il y a une maladie de Parkinson de forme principalement motrice, d'évolution plutôt lente. Et là, ces patients-là, on va le voir, ce sont des patients qui ont des lésions de la substance noire, et quasiment uniquement de la substance noire. C'est relativement simple à traiter en fait. Il faut compenser le manque de dopamine. Et puis à côté de cela, il y a des patients qui ont une maladie qui, son nom l'indique, est diffuse et maligne. C'est une maladie qui est sévère et qui, elle, va toucher le cortex. Voilà. Et puis, il y a entre les deux, ces maladies intermédiaires, où on va être confronté à une maladie qui touche à la fois les systèmes moteurs, mais aussi le cortex, et donc va donner des troubles cognitifs entre les deux. Voilà. Le souci dans tout cela, oui, 1817, James Parkinson décrit la paralysie agitante, et puis à la fin du 19e, Charcot dit, tiens,
C'est lui qui a décrit ça, on va lui donner le nom de la maladie de Parkinson. Donc c'est Charcot qui a donné le nom de la maladie de Parkinson, ce n'est pas James Parkinson. Et en 1912, un neuropathologiste allemand qui s'appelle Lévy a décrit dans les neurones qui dégénèrent de la substance noire des amas, qu'on a appelés les corps de Lévy. Et donc tout récemment, il y a quelques années, on a découvert que ces amas étaient en fait des amas d'une protéine anormale. On a parlé tout à l'heure de la bêta-amyloïde, de la protéine tau. Ici, c'est l'alpha-synucléine qui se dépose en amas au sein des neurones dopaminergiques et qui semble bien être responsable de leur mort. Et c'est là une découverte tout récente et qui explique en grande partie pourquoi cette maladie progresse dans certains cas et va partir de la substance noire jusqu'à toucher le cortex, c'est que cette propagation de la maladie se fait selon un mode qu'on appelle dans notre jargon prion-like. Alors ça veut dire quoi? Vous connaissez la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est en fait une protéine qui agit un peu comme un virus, une protéine infectante. Et quand cette protéine rentre dans un neurone, elle va déformer la protéine normale et va lui donner à nouveau un pouvoir pathogène, etc. Et donc, là, l'alpha-synucléine, semble-t-il, agit de la même manière. Ici, vous avez la protéine normale. Pour des raisons diverses, on le verra, ça peut être l'environnement, des pesticides, ça peut être la génétique aussi, qui fait qu'elle a une conformation au départ un peu anormale. Elle va se déformer, et en se déformant, elle va s'agréger. Et en s'agrégeant, vous voyez, elle va former les amas qu'on a vus tout à l'heure, les fameux corps de Lévy. Et ces corps de Lévy vont tuer le neurone. Ça, c'est la première étape. Seconde étape, qu'est-ce qui se passe? Quand le neurone meurt, eh bien forcément, les protéines qui le constituent, qui étaient amassées dedans, vont se répandre autour. Et là, le piège, c'est que cette protéine va entrer dans le neurone d'à côté, qui lui va bien, il n'a rien demandé, mais elle rentre. Et là, au contact de cette protéine normale, en vert, elle va la déformer, et c'est reparti. Et vous voyez que cette maladie se progresse un peu de la manière de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, beaucoup plus lentement, bien entendu, mais aussi sûrement. Et donc, ça explique le fait qu'on a effectivement, quand on suit, et moi ça fait 30 ans à la Salpêtrière et puis ensuite à Rennes que je m'occupe de la maladie de Parkinson, eh bien, j'ai vu des patients qui restent pendant des années, des décennies avec de petites doses de dopamine et qui vont très bien. Et sur le plan moteur, ils sont très bien équilibrés. Et puis malheureusement, d'autres patients chez qui on va voir apparaître des troubles moteurs qui résistent à la dopamine, vont avoir des chutes, vont avoir des troubles cognitifs, des problèmes de mémoire, etc. Et là, on va être confronté à une maladie dite maligne. Donc, quand la maladie se cantonne au tronc cérébral, ça va être une maladie motrice pure. Voilà. C'est relativement simple à traiter. Et ça, c'est plutôt l'apanage des maladies qui commencent tôt dans la vie, c'est-à-dire avant 45 ans, ce qu'on appelle les maladies de Parkinson à début précoce. Parfois même avant 20 ans, c'est ce qu'on appelle les Parkinson juvéniles, qui sont souvent génétiques. Et puis, quand la maladie va toucher l'ensemble du cortex, bon, voilà, vous voyez, c'est la richesse en quelque sorte des corps de Lévy qu'on le retrouve partout dans le tronc cérébral, mais aussi au niveau du cortex. Là, on va être confronté à une maladie diffuse ou maligne. Et là, on va être confronté aussi à un souci de démence, comme on peut voir dans la maladie d'Alzheimer, parce que le cortex est touché. Et avec des symptômes qui sont assez proches de ceux qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer. Avec en plus les symptômes moteurs liés à la dégénérescence de la substance noire, bien sûr. Et puis, on va être confronté aussi à des maladies intermédiaires où on aura les troubles moteurs et puis des troubles cognitifs, mais qui sont moins sévères que quand elle est diffuse. Voilà. Et là, il est très important de savoir que pour, à l'heure actuelle, choisir le bon traitement, en particulier les traitements qui sont un peu agressifs comme la stimulation cérébrale profonde, vous savez qu'il s'agit parfois de mettre des électrodes dans le cerveau pour corriger directement dans le cerveau les conséquences du manque de dopamine, et on a des résultats qui sont assez fantastiques, mais il est très important de ne pas mettre d'électrodes lorsqu'on est confronté à une maladie diffuse, parce que là, les résultats sont très mauvais. Et le problème, c'est la neuroplasticité. Pourquoi? Eh bien, vous voyez que, de même que la maladie d'Alzheimer va progresser, comme on l'a vu tout à l'heure avec Anne, on pourra rajouter la protéine tau, qui diffuse de la même manière. Ici, l'alpha-synucléine va se déposer et la maladie va progresser. Voilà. Et donc, si on met des électrodes chez quelqu'un qui a une maladie de ce type-là ou de ce type-là, les résultats vont être déplorables. Et il ne faut pas. Et le souci, c'est à la fois, en quelque sorte, vous voyez, la neuroplasticité, c'est notre amie, heureusement qu'elle est là, mais c'est aussi notre ennemi. C'est un piège, parce qu'elle masque les choses. Et lorsqu'on est confronté à une perte de neurones, eh bien, le cerveau compense. Il compense sur deux modes.
Le premier mode, c'est le plus simple, le plus logique, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la brain reserve capacity, c'est en fait le nombre de neurones qu'on a au départ. Ça, c'est basique, hein, mais c'est pour le moment un mode très... C'est pas le premier, c'est pas le principal. C'est pas parce qu'on a plus de neurones au départ qu'on va mieux résister. Le principal, comme l'a souligné Anne, c'est la cognitive reserve. Et la cognitive reserve, ce sont les connexions qu'on a pu faire, etc., du fait de, comme l'a dit Anne, d'une vie sociale, de sport, d'activité, etc., qui fait qu'on a de meilleures connexions probablement et qu'on va mieux résister à la perte neuronale. Le problème, c'est que, comme on compense, de l'extérieur, on ne voit rien. Et cliniquement, le patient, ce n'est pas un patient, justement. Il n'est pas patient. Or, il y a déjà une perte neuronale et le cerveau compense. Ce qui fait que, lorsqu'on va faire le choix thérapeutique, eh bien, on peut être en apparence confronté à une maladie motrice pure, et en fait, elle n'est pas pure, elle est déjà diffuse. Voyez, et on prend une mauvaise décision. Donc la problématique pour nous, maintenant, à l'heure actuelle, et encore plus dans le futur, quand on va stopper l'évolution avec des protéines, des anticorps monoclonaux, tels que ceux qui sont testés comme pour Alzheimer, mais maintenant dans les Parkinson contre l'alpha-synucléine, eh bien, il va falloir être certain du type de maladie auquel on est confronté. Alors, comment faire? On pourrait se dire, on peut regarder puisque le cortex peut être impacté, on voit ici, la maladie peut diffuser au cortex, donc le cortex peut être impacté. On peut se dire, avec l'IRM et l'imagerie cérébrale dont on dispose maintenant, qui est extrêmement puissante et précise, si le cortex est touché, ça va se voir. Un peu comme dans la mi-Alzheimer, où on peut voir déjà l'hippocampe, quand il est touché, on voit déjà assez précocement la dégénérescence de l'hippocampe. Eh bien là, il y a un piège. Et un nouveau piège, c'est que il faut savoir, là c'est une étude qui a été menée chez des patients qui débutaient une maladie de Parkinson et qui avaient déjà ce qu'on appelle MCI, c'est Mild Cognitive Impairment, qui avaient des petits troubles cognitifs, très discrets, voilà, mais présents. Bon. Et puis on a comparé à des patients qui avaient débuté une maladie de Parkinson, mais qui n'avaient pas du tout de troubles cognitifs, pas du tout. Voilà. Et on a regardé l'épaisseur corticale de ces patients-là. Donc on pouvait se dire, comme ça a priori, s'il y a des petits troubles cognitifs, ça veut dire que le cortex est déjà touché, et donc on va voir une diminution d'épaisseur du cortex, il y a moins de neurones, si vous voulez. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que chez ceux qui ont une maladie qui commence à toucher le cortex, en jaune, vous avez une épaisseur corticale qui est supérieure. Alors pourquoi? On ne sait pas très bien pourquoi, mais une des hypothèses qui tient la corde, c'est que, logiquement, partout dans le corps, quand vous avez des cellules qui disparaissent, il y a de l'inflammation. Hein. Donc il y a des signes inflammatoires qui arrivent pour déterger les cellules qui sont en train de mourir. Hein. Donc tout ça, ça fait du volume. Et donc dans le cerveau, c'est pareil. Quand vous avez des neurones qui meurent, il y a des cellules inflammatoires qui arrivent, qui détergent, et ça augmente le volume. Donc en apparence, vous voyez, le cortex augmente de volume. Non pas parce qu'il y a plus de neurones, mais parce qu'il y a de l'inflammation, la neuroinflammation. Et logiquement, la neuroinflammation, elle touche d'abord les zones où le cortex commence d'être touché. Voilà pourquoi l'imagerie morphologique est un piège et ne permet pas de faire un diagnostic précoce de maladie diffuse. Bon, alors comment faire? Zut. On pourrait se dire, vous voyez, là, les premières zones qui sont touchées, ce sont les zones précisément où les corps de Lévy commencent à arriver dans le cortex, assez logiquement. Voilà, l'épaisseur corticale augmente. On pourrait se dire, eh bien, on va utiliser la tomographie par émission de positons, c'est-à-dire le PET scan. Or, là, il ne s'agit pas de regarder la morphologie, c'est l'épaisseur du cortex, etc. Il s'agit de voir la consommation du glucose par les neurones. Donc quand il y a plus de neurones, a priori, il leur faut deux choses pour fonctionner les neurones. Il faut un, de l'oxygène, deux, du glucose. Ils sont assez simples. Hein. Donc là, on va regarder la consommation du glucose. Et première possibilité. Deuxième possibilité, on va fabriquer des protéines, des ligands, qui vont se fixer, sur lesquels on mettra un isotope radioactif, et qui vont se fixer sur la protéine qui nous intéresse. Alors c'est vrai pour Alzheimer, on sait reconnaître la bêta-amyloïde. Voilà. Donc il y a des marqueurs de la bêta-amyloïde qui permettent de dire très très en amont que la maladie est déjà là, et on verra que dans Parkinson, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, regardons malgré tout le PET scan. Vous voyez que dans Alzheimer, ici, vous avez un PET scan qui est normal, avec un marqueur de la bêta-amyloïde qu'on appelle le Pittsburgh. Il n'y en a pas. Et puis ici, vous avez une maladie d'Alzheimer qui progresse, de plus en plus sévère. Et vous voyez que plus c'est jaune, et plus il y a de bêta-amyloïde, que l'on voit, on la voit.
Donc on peut se dire, bah, tiens, un Parkinson, il n'y a qu'à avoir un marqueur comme ça, et on saura à quelle maladie, même s'il y a la neuroplasticité, on saura à quelle maladie on est confronté. Voilà. De même, dans la maladie d'Alzheimer, Anne a parlé tout à l'heure de formes génétiques de la maladie, ce qui a donné lieu à des études qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles donnent une idée de ce que, quand on va avoir enfin les traitements qui stoppent l'évolution, à quel moment on va pouvoir détecter, à quel moment on va pouvoir commencer à traiter. Et là, c'est une étude qui a été publiée en 2013, vous voyez, ce sont des personnes qui sont dans des familles de patients qui ont des maladies Alzheimer familiales, dominantes, hein, donc génétiques. Et l'on voit, vous voyez, 15 ans avant que le diagnostic soit fait, les différents types d'imagerie dont on dispose. Ici, vous avez l'IRM, on ne voit rien, il n'y a rien. Bon. Ici, vous avez le PET scan où on détecte le glucose, consommation de glucose. 15 ans avant, on ne voit rien. Et regardez, la bêta-amyloïde, elle est déjà déposée, on la voit partout. 10 ans avant le diagnostic, il y a encore plus de bêta-amyloïde. Le PET scan commence à bouger, vous voyez, dans les régions que vous montrez Anne tout à l'heure, ici pariétale. En revanche, la morphologie, il n'y a rien. 5 ans avant, ça commence à bouger au niveau de la morphologie, encore plus au niveau du glucose, et puis, bien entendu, encore plus au niveau de la bêta-amyloïde. Et puis, quand le diagnostic est fait, là, il y a déjà des signes, il y a déjà l'hippocampe qui a réduit le volume, etc. Voilà. Donc, vous voyez, pour ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, on a les moyens, actuellement, même si éthiquement, ça n'a pas de sens, comme l'a dit Anne, puisqu'on n'a pas de traitement actuellement validé qui permettent de stopper l'évolution, mais évidemment, quand on aura ces outils-là thérapeutiques, ces éléments-là sont extrêmement importants à connaître. Dans Parkinson, on n'a pas. Tout le monde travaille dans le monde à un ligand qui montre les dépôts de d'alpha-synucléine, pardon entendu, alpha-synucléine, excusez-moi, mais on n'a pas ces marqueurs-là pour le moment. Là, c'est un exemple de publication, vous voyez, chez la souris, on reconnaît ici la tête de la souris, ici sa queue. Vous voyez que les marqueurs, c'est un essai de marqueurs de l'alpha-synucléine. Vous voyez que ça marque aussi bien le cerveau que la queue, donc c'est pas terrible, c'est pas très spécifique. C'est des modèles de souris qui développent des dépôts d'alpha-synucléine dans leur cerveau. Bon, donc vous voyez, on n'en est pas là, mais tout le monde y travaille. Évidemment, pour nous, c'est le Saint Graal. Dès lors qu'on saura un marqueur de l'alpha-synucléine déposé dans le cerveau des patients connus avec Parkinson, on saura à quelle maladie on est confronté, on pourra proposer les traitements à bon escient, et même en amont. Alors quand je dis en amont, pourquoi? C'est qu'il existe, de même que dans la maladie d'Alzheimer, il y a des formes familiales, dans la maladie de Parkinson, il y a des formes familiales. En gros, les causes de la maladie de Parkinson, il faudrait plutôt parler des maladies de Parkinson, sont multiples. Elles sont à la fois environnementales, toxiques, et puis aussi génétiques, comme beaucoup de maladies. Plus le début est tardif, plus probablement est-on confronté à des causes toxiques. Et ce qui est connu maintenant, et bien démontré d'ailleurs par les équipes françaises, c'est que les pesticides, et en particulier les organochlorés, sont directement responsables de la maladie de Parkinson. C'est pour ça qu'il y en a autant chez les patients agriculteurs. Donc les pesticides vont, en gros, pour résumer, vont déformer la protéine alpha-synucléine et vont faire qu'elle va finir par se déformant, s'agréger et former des corps de Lévy. Voilà, pour résumer, c'est ça. Ça, c'est pour les formes à début tardif. Quand on dit tardif, c'était au-delà de 50 ans. Et puis, dans les formes à début précoce, là, on est bien plus confronté aux formes génétiques de maladie de Parkinson. Et dans ces formes génétiques, vous voyez qu'il y a plein de gènes qui ont été isolés. Là, ils ne sont pas tous là, mais je les ai listés. Parmi ceux-ci, il y a des formes de maladie de Parkinson qui sont dites autosomiques dominantes. Il suffit d'avoir, les chromosomes sont en double, il suffit d'avoir un gène anormal et on a la maladie. Et puis il y a des formes dites récessives où il faut avoir les deux gènes anormaux pour avoir la maladie. Parmi ceux-ci, une forme qui a été décrite il n'y a pas si longtemps que cela, c'est une protéine qui est une kinase, une enzyme qui intervient dans le métabolisme de l'alpha-synucléine et qui peut être mutée et qui donne des formes dominantes de maladie de Parkinson et que c'est un piège parce que c'est des débuts qui sont tout à fait cohérent avec ce qu'on observe de manière sporadique. Et pas du tout dans les formes juvéniles. Vous voyez que la plupart des formes génétiques, le début est autour de 30 ans, ce qui est extrêmement jeune. Là, c'est autour de 60 ans, donc on se fait piéger. Et ces formes, cette mutation est de ce gène, vous voyez que c'est un gène, tout ce qui est en rose et en vert, ce sont les mutations qui ont été décrites. Donc chez les humains, c'est un gène très fragile, qui mute très facilement, comme ça. Donc il y a beaucoup de formes de maladie de Parkinson qui sont liées à ces mutations-là. Et parmi ces mutations, elles sont partout découvertes dans le monde. C'est pour ça que c'est
C'est un gène qui est très fragile, hein, quelles que soient les origines, les espèces, eh bien, ce gène peut muter. L'une de ces mutations, celle-ci, a été décrite de manière extrêmement fréquente, à la fois chez les Juifs, Ashkénazes, en Israël en l'occurrence, et chez les Arabes d'Afrique du Nord. C'est la même mutation. C'est la même mutation, et nos amis généticiens sont capables de nous dire que cette mutation a un effet fondateur, c'est-à-dire qu'il y a un grand-père ou une grand-mère, ou un grand-oncle, enfin ce que vous voulez, qui a muté, et qui donne, vous voyez, à peu près 50% des maladies Parkinson en Afrique du Nord et plus de 20% des maladies Parkinson en Israël. Toutes les maladies Parkinson, hein, il y a cette mutation. Et cette mutation a eu lieu il y a 4000 ans au Moyen-Orient. Voilà. Donc il y a un grand-papa qui a muté et qui a distribué à tout le monde. Voilà. Ce qui veut dire d'ailleurs, d'un point de vue de histoire de la génétique des populations ou histoire humaine, c'est que en fait, ces deux populations sont cousins. Vous avez le même grand-père qui a muté, ou grand-mère, si vous voulez. Voilà. Alors, cette forme génétique de maladie Parkinson, qui est extrêmement fréquente, devient un modèle extraordinaire pour savoir ce qui se passe avant la maladie clinique, vous voyez, puisque les mutants, on les repère, on les sait, et avec bien entendu leur accord, on peut, dans des familles qui présentent cette mutation-là, regarder 20 ans, 30 ans avant que la maladie se déclare, comment est leur cerveau. Alors, pas d'un point de vue histologique, mais d'un point de vue morphologique et d'un point de vue métabolique avec le PET scan. Et en particulier, puisque nous n'avons pas encore de marqueur de l'alpha-synucléine, je vous l'ai dit, on a eu l'idée de regarder, puisque la neuroinflammation joue un rôle important, puisqu'il y a une perte neuronale. Hein. Donc on a vu tout à l'heure que le cerveau, le cortex augmente de volume grâce à l'inflammation. Voilà. Et bien cette neuroinflammation, là on a des ligands, on a des détecteurs de la neuroinflammation. Et c'est une publication toute récente de collègues de Vancouver qui ont montré que chez des personnes qui présentent cette mutation-là, quand on compare, qu'on prend un marqueur de la neuroinflammation et qu'on regarde le PET scan de ces patients-là, alors quand je dis patients, ils ne sont pas patients justement, ils sont porteurs de la mutation, mais ils ne sont pas encore malades de la maladie Parkinson, et qu'on compare à des sujets sains, vous voyez que dans cette région-là, qui est la région dans laquelle débute la maladie, c'est au niveau du tronc cérébral, hein, vous vous souvenez, c'est là, hein, eh bien il y a déjà de la neuroinflammation, alors même que la maladie n'est pas là. Donc là, on a peut-être, vous voyez, avant d'avoir le saint graal du marqueur de l'alpha-synucléine, on a peut-être là un moyen, les marqueurs de l'inflammation, de savoir à quelle maladie on est confronté. Là, la maladie débute ici, et donc les études qui ont continué sont en cours pour voir si cette neuroinflammation, et assez logiquement, probablement le trouvera-t-on, va toucher également le cortex. Et chez ces gens-là, avec ce marqueur-là, on aura déjà une idée de à quel type de maladie on est confronté, alors même qu'il n'y a aucun signe clinique. Il n'y a aucun signe clinique. Voilà. Alors, comment faire pour détecter ces dépôts et ces atteintes corticales alors même qu'on n'a pas encore les marqueurs spécifiques, donc encore une fois de l'alpha-synucléine. Il y a d'autres techniques qui sont possibles. Ça, c'est une technique que nous développons à Rennes avec nos collègues de l'INSERM. On a maintenant le moyen d'étudier de manière, vous voyez, qu'une résolution spatiale excellente, l'électroencéphalographie, ce qu'on appelle haute résolution. Il y a 256 électrodes. Et donc là, vous pouvez étudier le fonctionnement cérébral, les connexions, de quelle manière fonctionne le cerveau, milliseconde par milliseconde, et de manière extrêmement précise, avec 256 électrodes sur le cortex. Donc on a à la fois, vous voyez, une excellente résolution temporelle, à la milliseconde près, et également une très très bonne résolution spatiale. Et donc, quand les circuits commencent à dysfonctionner, même s'ils compensent, eh bien, on voit déjà les traces au niveau du fonctionnement cérébral. En faisant ce type d'analyse, vous voyez que, évidemment, ça donne des données qui sont extrêmement denses. Hein. Il y a 256 canaux, imaginez bien. Hein. Mais avec nos collègues de l'INSERM, qui sont des mathématiciens pour beaucoup, hein, qui nous aident beaucoup en intelligence artificielle hein, en neurosciences, on peut faire une analyse milliseconde par milliseconde de comment fonctionne le cerveau et détecter à l'avance de quelle manière le cerveau compense quand le cortex est touché, en particulier dans la maladie de Parkinson. Et donc, c'est une manière, vous voyez, assez élégante de mettre en évidence des dysfonctionnements corticaux liés à des atteintes corticales, hein, avant même que la clinique ne parle. Voilà. Donc ça, c'est un outil que nous développons actuellement et qui, j'espère, nous permettra de prédire l'évolution de la maladie et de choisir actuellement les meilleurs traitements en fonction de
la manière dont on sait que la maladie va évoluer. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Est-ce que j'ai 2 mots pour parler un petit peu du réseau Parkinson Oui, tu as le temps. 2 mots 2 mots. Donc, Anne vous a parlé du réseau Neuro-Bretagne qui se développe grâce au plan maladies neurodégénératives, hein, mais qui s'était déjà anticipé en Bretagne grâce à l'impulsion de Gilles Edan, qui est notre maître, avait déjà eu, il y a fort longtemps, l'idée précurseur qu'il fallait travailler ensemble, en intelligence. Les Bretons savent travailler en intelligence. Je ne suis pas breton, mais j'ai appris. Et donc, c'est quelque chose qui existait déjà en Bretagne et qui est d'ailleurs servi de modèle au plan maladie neurodégénérative et qui a une liste de mesures qui a été proposée par ce plan, que nous avions, grâce à Gilles Edan, déjà anticipé. Et nous avions créé ce programme qui s'appelle ONIRIC, vous voyez, Organisation interrégionale de l'Ouest des neurosciences cliniques. Voilà. Et ça concerne bien entendu la démence sujet jeune, dont a parlé Anne, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie, les accidents vasculaires, la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot, et puis les pathologies neuromusculaires. Et donc, il y a des programmes qui sont développés de manière spécifique selon les pathologies, avec, vous voyez, ce réseau où tous les neurologues, de manière exhaustive, tous les neurologues bretons sont dans ce réseau. Mais pas seulement, il y a aussi les rééducateurs, il y a aussi les ergothérapeutes, il y a aussi les kinésithérapeutes, il y a aussi les orthophonistes, et puis nous allions ajouter les gériatres et puis aussi les rééducateurs, les médecins rééducateurs. Voilà. Donc ce réseau est extrêmement efficient. Et pour vous donner une petite idée, par exemple, là, un exemple parmi d'autres, hein, mais un traitement qui se développe beaucoup dans la maladie de Parkinson pour compenser le manque de dopamine, c'est la pompe à apomorphine. Vous voyez, en 2012, il y avait 1100 patients en France sous pompe à apomorphine. Dans la région ouest, il y en a 288. En 2015, il y en avait 588. Donc à peu près les quarts des pompes européennes sont en Bretagne. Voilà. C'est grâce à ce réseau. Voyez. Un autre exemple parmi d'autres, mais la stimulation cérébrale profonde, il faut faire les réglages des électrodes. Et vous voyez que quand vous regardez les différents centres qui sont capables de faire les réglages, eh bien, le seul centre pour lequel il y a autant de zones où on peut le faire, c'est Brest, Quimper, Saint-Brieuc, Rennes, Vannes, on peut rajouter Lorient, etc. C'est la Bretagne. Il n'y a aucune autre région en France où on peut faire des réglages au plus près du patient comme cela. Voilà, c'est une idée de ce que est capable de faire ce réseau Neuro-Bretagne qui s'est développé aussi pour Parkinson. Voilà. Je vous remercie. Merci Marc et Anne de ces présentations intéressantes. Ils nous montrent la subtilité effectivement des diagnostics de ces pathologies et puis d'avoir ouvert des espoirs sur les traitements. Alors sur l'accompagnement des patients, Monsieur Couplet, peut-être que vous pourriez prendre la parole pour, en tant que responsable local de l'association France Parkinson, nous dire un peu quel est votre rôle et puis on pourra ensuite peut-être récupérer les questions là, que vous avez posées et puis demander à nos panels de cliniciens d'y répondre. Donc bonsoir, Ghislain Couplet, donc délégué France Parkinson sur la région donc de Rennes. Alors effectivement, nous, notre objectif aujourd'hui, il est très clair, c'est de changer le regard sur la maladie de Parkinson par plusieurs vecteurs. Donc le premier, on va dire, la communication. Alors on a des anecdotes préfaites. Pas plus tard qu'hier en date, j'ai eu un chauffeur de bus qui me disait qu'il avait un malade de Parkinson qui venait quasiment tous les jours dans son bus et en se targuant avec ses amis en fait de le taquiner en se disant qu'il abusait un petit peu sur le chouchen. Donc et en fait en connaissant cette personne au fur et à mesure, il a appris qu'il avait cette maladie. D'ailleurs maintenant il est devenu adhérent de l'association et ainsi que ses amis ils font des dons et même du bénévolat. Donc notre idée principale, c'est celle-ci. On est aussi partenaire dernièrement donc, avec Florian Guéguen, donc, lui aussi qui a ambition de faire connaître cette maladie et de changer effectivement le regard. Donc c'est un skipper, si vous voulez, qui a démarré il y a 5 ou 6 ans dans la voile, qui s'est formé. Et là, il a décidé, donc son grand-père étant atteint de la maladie, il a décidé de faire le départ de la route du Rhum.
Donc une levée de fonds assez importante, donc de 250 000 €. Aujourd'hui, il n'en est pas encore complet, mais il vient de se préqualifier, enfin même de se qualifier. Donc France Parkinson a décidé d'être partenaire avec lui et donc a fait lever des fonds. D'ailleurs, si vous souhaitez contribuer, vous pouvez aussi l'aider. Pourquoi il souhaitait changer la maladie? Tout simplement parce que son grand-père donc a eu cette maladie. C'était quelqu'un d'assez connu. Ses enfants d'ailleurs sont aussi médecins. Et cet homme-là donc a été diagnostiqué maintenant il y a de ça 1 an. Et en fait, ce petit jeune homme qui était souvent en fait rendu chez son grand-père, qu'il idolâtrait, qu'il idolâtre d'ailleurs toujours, en fait s'est rendu compte que de mois en mois, semestre en semestre, pour pas dire année en année, mais en fait son grand-père était de plus en plus seul. Alors il s'est dit bon, c'est lié aussi à son état et peut-être aussi à son état un petit peu quelque part dépressif. Mais pas que. En fait, en parlant avec ses connaissances, en parlant un petit peu avec son entourage, il s'est vite aperçu que c'était lié au fait à la méconnaissance de la maladie et finalement, il a même entendu des effets globalement. Il s'est dit mais finalement, les personnes peuvent penser aussi que c'est contagieux, quoi, dans l'absolu. Donc il s'est retrouvé d'avoir, pour lui ça l'a marqué dans le sens où il s'est dit dernier anniversaire, on était plus de 80 à son anniversaire, là le prochain, globalement on a 10 personnes sur la liste. Voilà, donc l'idée c'était de se dire bon, je marque les esprits, je fais connaître la maladie pour dire que c'est pas contagieux et bien au contraire, que j'ai besoin d'avoir de l'entourage et plus que jamais à ce moment-là. Et donc voilà pourquoi donc France Parkinson s'est engagé aussi donc dans cette traversée donc de la route du Rhum. En ce qui nous concerne en local, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on a un numéro d'écoute, donc pour les personnes atteintes de la maladie, pas que, ça veut dire aussi les aidants, et bien souvent les aidants. Ensuite, on organise des conférences, notamment avec le professeur Marc Vérin, que je remercie d'ailleurs pour l'invitation ainsi que Pascal. Et on effectue aussi donc, des séances de sophrologie, qui sont tous les lundis matins, salle Rabelais. Donc 1 heure, donc tous les samedis matins. On a tous les lundis matins, pardon. On a aussi donc un programme qui va être lancé qui s'appelle le programme A2 Pas. Ce programme en fait est spécifiquement pour les aidants. Donc l'idée en fait c'est d'effectuer avec plusieurs intervenants, neuro, rééducateurs, et leur expliquer comment la maladie évolue, ce qui pourrait se passer, et comment surtout on peut vous aider au quotidien. Voilà. Donc ça c'est le programme uniquement pour les aidants, avec des aidants ressources, donc qui sont aussi formés pour la maladie. Au-delà des conférences et de tout ce que je viens de vous dire, on effectue aussi, donc là il va y avoir des cours de danse, donc du tango, parce que c'est très bon pour la motricité, notamment pour les parkinsoniens, donc qui vont être lancés, et puis aussi bien sûr des rencontres de partage tout simplement. D'ailleurs un petit peu comme le programme A2 Pas, où la plupart du temps, une fois que les aidants sont réunis, en règle générale on les écoute. Alors, il y a bien sûr un psychologue qui nous accompagne, d'ailleurs une psychologue, mais la plupart du temps on les écoute et ils font échange simplement de bons procédés dans la maladie au quotidien, en tous les cas de leurs malades, et généralement c'est très très riche. Voilà. Donc voilà globalement un petit peu ce qu'on effectue. Après, si vous avez d'autres questions par rapport à nos actions en fait au sein de France Parkinson, n'hésitez pas. De toute façon, je suis là, vous pouvez venir me voir. Je me ferai un plaisir de prendre vos coordonnées et puis ensuite de vous informer. Même si vous n'êtes pas adhérent, il n'y a aucun souci, bien au contraire. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Donc peut-être qu'on peut repasser la parole à nos 2 cliniciens. Donc vous avez pas mal de questions à y répondre. Ceci étant, si vous souhaitez poser une question avec le micro, il suffit de lever la main et on vous tend le micro, il n'y a aucun souci. Peut-être qu'on commence par les réponses qui vont être déposées. Alors, j'ai une première question. Quelles sont les origines des 2 protéines qui sont responsables de la maladie d'Alzheimer? Alors, j'arrive pas à lire la fin de la phrase. Et bon, en tout cas, permettent de lutter contre leur formation.
Alors en fait, les protéines qu'on rencontre dans la maladie d'Alzheimer, donc la protéine amyloïde et la protéine tau, en fait, ce sont des protéines que l'on a dans chacun ici présent a ces protéines. Donc la protéine amyloïde résulte du clivage d'une autre molécule qui s'appelle la molécule APP. Et il s'avère que si cette molécule, elle n'est pas coupée au bon endroit, que le clivage ne se fait pas à l'endroit habituel, eh bien ça va donner naissance à la protéine amyloïde. Et pourquoi ce clivage, à un moment donné, se fait mal? Eh bien ça, on ne sait pas. Et par rapport à la protéine tau, alors la protéine tau, c'est une protéine qui est présente dans les neurones. Donc en fait, elle permet de stabiliser les microtubules. Et les microtubules, ce sont des protéines qui sont situées au niveau des axones des neurones, donc des prolongements des neurones. Et pour que l'axone il soit bien rigide, bien raide, et que les nutriments qui sont produits dans le corps cellulaire puissent se déplacer tout le long de l'axone pour être donné à un autre neurone ou pour que tout le neurone fonctionne bien, eh bien on a besoin d'avoir des microtubules très rigides. Et cette rigidité, elle est apportée par la protéine tau. Et pour des raisons obscures, la protéine tau peut parfois être phosphorylée et prendre, donc phosphorylée, donc il y a du phosphore qui se greffe sur cette protéine pour des raisons que l'on ignore. Et en fait, quand la protéine tau est phosphorylée, en fait, elle prend une conformation anormale, elle n'est plus rigide, elle ne peut plus assurer la stabilité des microtubules, et du coup, les microtubules n'existent plus, se déforment, le prolongement du neurone, donc l'axone, n'existe plus. Du coup, le corps cellulaire ne peut plus donner les nutriments nécessaires à l'axone, et les neurones entre eux qui communiquent via ces prolongements ne peuvent plus communiquer, et donc les neurones meurent car les microtubules ne sont plus efficients. Voilà. Et comment empêcher leur formation? C'est le gros problème, on ne sait pas. On a dans l'idée de détruire ces protéines une fois qu'elles sont formées, et pour l'instant éviter leur formation, on n'y arrive pas. Alors éviter la phosphorylation de la protéine tau, il y a eu quelques études et c'est vraiment tout récent. Éviter par contre la création de la protéine amyloïde par le clivage de la molécule APP, ça a été tenté. On a en fait mis des molécules, donné en comprimé des médicaments qui empêchent le clivage de cette protéine. Le problème, c'est que cette protéine, elle est très importante, et cette enzyme aussi qui clive la protéine. Et en fait, il y a eu des accidents dans ces protocoles thérapeutiques avec notamment des cancers. Et donc, ce protocole thérapeutique qui empêche la formation de protéines amyloïdes a dû être stoppé. Voilà. Donc ça, c'est... j'espère que j'ai répondu. Merci Anne. Une question concernant, peut-être transversale sur le réseau. Une question nous est posée sur comment communiquent les professionnels entre eux au sein du réseau Neurobretagne. Concrètement, une extension de ce réseau au reste de la France est-elle prévue? En fait, le but du plan maladie neurodégénérative, qui est censé définir en 2019 d'ailleurs, j'espère qu'il va se prolonger d'une autre manière. On va voir ce que nous a proposé le président Macron ce matin. Je n'ai pas encore eu le temps d'analyser, mais j'espère que des mesures proposées vont aller dans le sens de ce qu'avait proposé le plan maladie neurodégénérative. Mais l'idée, c'est que précisément, ce qui se développe en Bretagne puisse se développer dans toutes les autres régions, en fait. Il se trouve qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, en Bretagne, on avait anticipé, grâce à Gilles Edor, on avait anticipé les choses, et on a servi même de modèle au plan maladie neurodégénérative, de manière de travailler ensemble. Donc j'espère bien que ça va se développer dans le reste de la France. En tout cas, chacun, à ma connaissance, mais côté Parkinson, je connais bien mes collègues, il y a un réseau Parkinson et les choses sont en route. Certains sont en avance, mais d'autres non, mais bon, les choses sont en route. Pour ce qui concerne la Bretagne, on a maintenant une grande habitude et dans chacun des réseaux, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, etc., il y a des comités de pilotage. Et dans ces comités de pilotage, il y a le centre expert qui est représenté, pour la sclérose en plaques, par exemple, Parkinson ou des membres du CIG jeunes. Et puis, dans chacune des grandes villes que je vous ai montrées, il y a des neurologues référents pour la problématique dont je m'occupe plus précisément en maladie de Parkinson. Il y a des neurologues référents à Brest, à Quimper, à Vannes,
à Lorient, à Saint-Brieuc, à Saint-Malo. Et donc, on se réunit plusieurs fois dans l'année, soit en présentiel, soit en visioconférence. Et on se tient au courant, c'est le rôle du centre expert aussi, de se tenir au courant des thérapeutiques, des évolutions, des prises en charge, etc. Ça, donc, tous nos collègues, à tout moment, en Bretagne, sont activés pour les nouveautés thérapeutiques. Et c'est une raison pour laquelle, je vous ai un exemple tout à l'heure de la pompe à apomorphine. Ça s'est développé très rapidement en Bretagne grâce à ce réseau. Voilà. Et puis, il y a un rôle qui est très important dans ce réseau, qui est de former les professionnels. L'idée, si vous voulez, à la base, c'est que les personnes puissent bénéficier d'un traitement efficient là où ils habitent. Voilà. Et que ce ne soit pas centré sur les centres. L'idée, c'est d'être, vous voyez, non pas centripète, mais centrifuge. Voilà. Et donc, dans le rôle de chacun des réseaux, c'est de créer des réunions. Concrètement, ce sont des réunions qui ont lieu dans les 4 départements bretons et qui regroupent des kinésithérapeutes, les orthophonistes pour soigner Parkinson. Bientôt, il va y avoir une réunion qui concerne les psychologues pour l'aide aux aidants précisément, mais aussi des réunions qui concernent les médecins rééducateurs, et puis bientôt aussi une réunion qui concerne les gériatres. Et donc l'idée, c'est de former les professionnels de terrain, là où habitent les gens, à la prise en charge de la maladie de Parkinson. Voilà. Alors il y a 2 niveaux pour les kinés. Il y a un niveau 1 qui est plus une réunion d'information. Et donc ça a eu lieu dans tous les départements bretons. Et normalement, on a un réseau, on a des adresses de professionnels dont on sait qu'ils connaissent et qui s'intéressent à la maladie de Parkinson partout en Bretagne, ce qui est extrêmement efficient. Orthophonistes, kinésithérapeutes. Et puis, pour ce qui est des kinés, il y a un niveau 2, quand ils s'intéressent un peu plus, ils peuvent venir dans un centre de rééducation, où là, ils vont être formés de manière un peu plus longue, sur 2 jours, à la prise en charge spécifique de la maladie de Parkinson. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des actions extrêmement concrètes et qui changent tout. Quand un patient vient vous voir, il habite dans un endroit où on ne sait pas a priori s'il y a des professionnels qui... On regarde la liste, on sait, et on peut l'adresser à la personne qui connaît bien la maladie et qui s'y intéresse. Et voilà. Donc ce rôle de formation, et alors on continue, chaque année on fait des formations, est extrêmement important pour que ce réseau existe. Donc c'est quelque chose d'extrêmement concret, hein, et qui est, encore une fois, je vous dis, est un modèle pour la France. Voilà. Donc on a la chance d'être en Bretagne. J'étais à Paris avant, je vous dis, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il y a une muraille entre la ville et l'hôpital, ce qui n'est absolument pas le cas en Bretagne. Anne ? Oui. Alors, j'ai une question sur... on parle souvent dans les médias du rôle de l'aluminium dans la maladie d'Alzheimer. Qu'en est-il vraiment ? Alors, en fait, à un moment donné, c'est vrai qu'on a commencé à beaucoup parler des métaux lourds et notamment aussi de l'aluminium. Alors pourquoi ? C'est parce que dans des séries autopsiques, on a constaté qu'il y avait de l'aluminium dans les plaques amyloïdes, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sauf qu'il n'y a pas que de l'aluminium. Il y a du mercure, il y a plein d'autres substances. Il n'y a pas que de la protéine amyloïde dans les plaques amyloïdes. Et il est vrai que l'aluminium, on en trouve dans les vaccins, on en parle beaucoup, mais on en trouve dans plein en fait, de médicaments. Il y en a plein sur Terre, il y en a dans la terre, il y en a dans l'eau, etc. Et à ce jour, il est clair qu'il n'y a absolument aucune étude, et il y en a eu, qui prouve une responsabilité de l'aluminium dans la survenue de la maladie d'Alzheimer. Il y a eu des études également par rapport au mercure, où on s'est posé la question de la même façon, est-ce que le mercure favoriserait la maladie d'Alzheimer ? Et les études sont également assez... toutes dans le même sens, comme quoi il n'y a pas de lien entre mercure et maladie d'Alzheimer. Même si, par contre, on a noté que si on mange beaucoup de poissons... alors, certains poissons qui contiennent beaucoup de mercure, comme le thon, on aura plus de mercure dans le cerveau. Mais en aucun cas, cela n'est corrélé à l'apparition de troubles cognitifs. Et là, les études sont vraiment très claires. Voilà. Merci. Il est question de toxiques. Là, une question qui porte sur les pesticides. Donc, à part les pesticides, quels sont les autres toxiques pour la maladie de Parkinson ? Alors, démontrer qu'une substance avec un niveau de preuve suffisant est responsable de maladie, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'il y a dans les institutions d'études épidémiologiques qui portent sur des milliers de personnes. Et il faut avoir la certitude de la contamination, de la quantité de contamination, etc. Donc c'est extrêmement difficile de pouvoir conclure. Le seul
pesticides pour lesquels on est conclu avec certitude, ce sont les pesticides organochlorés. Alors, parmi ceux-ci, il y a le lindane, peut-être c'est un nom que vous connaissez, les agriculteurs connaissent bien parce qu'ils ont beaucoup utilisé. Il est totalement interdit maintenant. Hein. Mais c'est le seul. Enfin, les organochlorés sont les seuls pesticides dont on a la preuve, avec un haut niveau de preuve, hein, qu'ils sont responsables de la maladie de Parkinson. À tel point que depuis 2012, en France, c'est reconnu comme une maladie professionnelle. Voilà. Et quand on regarde un des éléments, ça a été démontré par des collègues français de l'INSERM, mais quand on regarde des cartes de ce qu'on appelle la prévalence, c'est la maladie de Parkinson en Californie, hein, le nombre de patients selon les régions de Californie, et qu'on regarde à un moment donné l'utilisation de ces pesticides organochlorés, les cartes sont superposables. C'est très impressionnant. Ça. Voilà. Bon, évidemment, ces pesticides sont interdits, mais il n'est pas exclu du tout que d'autres soient responsables. Et là, je ne parle pas de maladies dégénératives, je parle aussi pour ce qui est du cancer et autres. Voilà. Souvent, les toxiques, j'ai eu la chance d'assister à une conférence quand j'étais à Montréal, à McGill, d'un prix Nobel qui s'appelle Bob Horwitz, qui a travaillé sur l'apoptose, c'est-à-dire sur la mort programmée, la mort cellulaire programmée. Malheureusement, nos cellules sont programmées pour mourir, c'est comme ça. Bon. Et il montrait une diapo extrêmement simple. Il dit, ben voilà, le système d'apoptose, donc une mort programmée, les pesticides ou les toxiques, soit ils vont faire que ça fonctionne trop, maladie neurodégénérative, soit ils vont faire que ça ne fonctionne pas, cancer. En gros, c'est faites votre choix. Voilà. Bon, sur cette note positive. Alors, une question sur donc des patients souffrant de maladie d'Alzheimer n'ont aucun facteur de risque énoncé. Comment cela s'explique-t-il? La prévention ne suffit pas. Alors en effet, hein, j'en vois aussi beaucoup en consultation qui ne font pas d'hypertension artérielle, ne fument pas, ont mangé bio toute leur vie, font de la marche nordique tous les week-ends et qui développent quand même la maladie d'Alzheimer. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a probablement une susceptibilité génétique, donc sans que la maladie ne soit génétique, donc ne soit transmissible avec un risque sur 2 ou avec un risque sur 4, etc. Il y a des familles où il y a plus de maladies d'Alzheimer puisqu'il y a des gènes ou des associations de gènes, lorsqu'ils sont présents chez un même individu, favorisent la maladie. Et ça, c'est vrai que ça dépend des parents, de la rencontre des deux parents. Si on a deux parents qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer, mais chacun ont des gènes que l'on reçoit et qui, cumulés ensemble, favorisent la survenue de cette maladie, eh bien, c'est vrai qu'on est plus susceptible de la développer. Donc, il y a probablement une susceptibilité génétique. Et puis, il y a des familles, comme il y a des familles qui font plus de cancer, il y a des familles qui sont plus migraineuses, des familles où il y a beaucoup d'arthrose. Eh bien, il y a des familles, sans qu'il y ait de gènes clairement identifiés, où il y a plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer. Et même indépendamment de ça, il est vrai que c'est une maladie qui a encore plein de mystères, et même en dehors de tout facteur de risque génétique, eh bien, on ne sait pas pourquoi certaines personnes, sans aucun facteur de risque cardiovasculaire, sans aucun antécédent médical, pourquoi certains vont développer cette maladie, et ça, c'est une réponse à laquelle je ne peux pas répondre, malheureusement. On ne sait pas. Il y a toujours énormément également de recherches avec des études épidémiologiques pour essayer vraiment de retrouver des facteurs de risque, etc. Rechercher s'il y a des virus, si l'environnement pourrait jouer. Mais pour l'instant, en fait, on n'a que des résultats très disparates et rien de très concret, mis à part tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. Merci Anne. Alors, il y avait une note un petit peu sombre, une note plus positive. Concernant la maladie de Parkinson, n'y a-t-il pas d'autres thérapies en étude qui seraient moins lourdes que les électrodes? Oui, la réponse est oui. Ouf. Alors, deux volets, si vous voulez. Les formes les plus simples de maladie de Parkinson, c'est quand c'est un déficit de dopamine. Là, on sait faire et on sait très bien faire. Et les Français savent très bien faire. La stimulation cérébrale, c'est eux qui l'ont inventé. Mais il y a d'autres techniques, comme les pompes apomorphines dont je vous ai parlé, puis une autre technique qui nous vient d'Europe du Nord, de Suède, qui est le système Biodopa. Ce sont des modes, si vous voulez, de compensation du manque de dopamine extrêmement efficaces. Voilà. Donc, quand la maladie est motrice pure, là, on peut dire qu'on sait très bien faire et on peut avoir une vie normale. Et c'est ce que l'on dit aux patients. Hein.
Vous devez être exigeant. Nous, notre rôle, thérapeute, en alliance avec vous, c'est de vous donner une vie normale. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a des patients qui travaillent, qui ont des pompes à morphine, éventuellement des électrodes, etc. Voilà. Donc des alternatives aux électrodes, oui, il y en a, et ça marche très bien. Et d'ailleurs à tel point que ces 3 traitements de recours dont on dispose actuellement, stimulation cérébrale profonde, électrode, pompe à morphine, système d'iodopa, on le donne à choisir. On présente les différentes thérapeutiques. En gros, elles ont les mêmes résultats, hein, aussi bons. Et finalement, maintenant, on parle de médecine personnalisée, vous voyez, c'est eux qui choisissent, en fonction de ce qu'ils veulent faire de la vie. Hein. S'ils veulent nager, etc., c'est sûr que les électrodes, c'est mieux. La pompe, elle n'est pas waterproof, enfin, pas pour le moment, etc. etc. Donc, chacun choisit en fonction. Certains nous disent, mais non, je ne veux pas qu'on me mette des trucs dans la tête. Alors la pompe, etc. etc. Vous voyez, c'est un choix. Et ça marche aussi bien, dans les formes motrices pures. Voilà. Dans les formes qui sont intermédiaires et les formes plus diffuses, là, les électrodes, je l'ai dit tout à l'heure, sont contre-indiquées globalement. Hein. À ce moment-là, les pompes peuvent être utilisées. Et là, sans quasiment de contre-indication. Donc, vous voyez, ça laisse au moins sur les symptômes moteurs un excellent moyen de contrôler les symptômes. En revanche, pour ce qui est des symptômes non moteurs qui sont liés à la diffusion de la maladie, en particulier au niveau du cortex, là, malheureusement, pour l'instant, on est coincé sur le plan des traitements symptomatiques. Donc, le deuxième volet, et ce qui est en train de se développer à partir de l'hypothèse dont je vous ai parlé des dépôts d'alpha-synucléine, c'est la même idée que ce que développait Anne avec la bêta-amyloïde. Hein. Ce sont des anticorps monoclonaux, alors immunisation passive, des anticorps monoclonaux qui sont testés actuellement hein, en France, hein, dans le monde entier, mais en France, pour tenter d'empêcher la propagation de ces protéines anormales. Voilà, donc des anticorps monoclonaux qui vont reconnaître spécifiquement l'alpha-synucléine. Et puis ça, c'est l'immunisation passive. Et puis il y a l'immunisation active, ça c'est la vaccination. Et il y a en parallèle d'autres études qui visent à vacciner les patients contre l'alpha-synucléine anormale. Voilà. Et donc en fait, le système immunitaire s'auto-nettoie, auto-nettoie la propagation, empêche la propagation de l'alpha-synucléine. Ça, c'est en cours. Et c'est pour nous, évidemment, un immense espoir, parce que c'est peut-être là, on est à l'aube d'une révolution dans la prise en charge de Parkinson, puisqu'on a enfin un traitement qui stoppe l'évolution, hein, étiologique, comme on dit dans notre jargon. Et donc, si ces tests en cours, avec les anticorps monoclonaux notamment, sont efficaces, à la fois, ça va valider l'hypothèse de la propagation liée à la synucléine, et à la fois, on aura un traitement. Voilà. Il restera quand même l'idée d'avoir cette imagerie qui nous permet de savoir très très en amont où est la maladie, où on en est de la maladie et à quel moment déclencher la thérapeutique. Mais ça, c'est une autre affaire, ça sera pour les années qui viennent. Voilà. Alors, j'ai une question. Y a-t-il des produits neuroprotecteurs ? Donc, j'imagine que c'est des molécules ou peut-être des médicaments pour protéger le cerveau. Clairement, en pharmacie ou en grande surface, non. Hein, clairement, non. Ce qui est vraiment neuroprotecteur, c'est une bonne alimentation. Donc les poissons gras, les fruits, les légumes, l'huile de colza pour les salades, l'huile d'olive quand on cuisine plutôt les plats chauds. Donc vraiment le régime méditerranéen, le régime crétois. Mais des médicaments neuroprotecteurs à base de plantes, etc., n'ont jamais fait de preuve de leur efficacité. Il n'y a pas assez d'études, hein, il y en a tellement là actuellement en vente en pharmacie, mais absolument, voilà, je ne prescris jamais de molécules de ce type en consultation, ça c'est sûr. Ah bah oui, les suivantes, c'est moi. Alors, pour les aidants, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, expliquez-nous les plateformes de répit, comment cela marche et elles sont destinées à qui ? Alors, les plateformes de répit, donc elles ont été créées par le plan maladie d'Alzheimer, alors je crois le tout premier. Et il y en existe, alors je parle pour la Bretagne, il y en a 2 par département. Et en Ille-et-Vilaine, il y en a une à Rennes et une à Redon. Et les plateformes de répit, alors elles ont des modes de fonctionnement différents en fonction des départements. Celle de Rennes et Redon ne fonctionnent pas pareil. Je connais bien celle de Rennes qui est gérée par Madame Marilène Mélou, avec qui je travaille beaucoup. Donc en fait, il s'agit d'un lieu de rencontre à l'EHPAD Saint-Cyr. Le but étant de venir en aide aux patients, mais également aux aidants, pour les personnes donc, qui souffrent d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans la maladie d'Alzheimer et je ne suis pas sûre que l'équipe Parkinson connaisse très bien les plateformes de répit.
Alors, qu'est-ce qu'elles permettent? Elles permettent d'accorder du répit aux aidants et de proposer gratuitement des heures à domicile pour passer du temps avec les patients, leur redonner confiance s'ils sont très stressés, par exemple pour prendre le bus, pour également leur redonner goût à certaines activités comme la cuisine, la couture qu'ils ont abandonnées car ils ne se sentent plus à l'aise dans ces activités, en sachant que c'est toujours il y a toujours un relais. La plateforme de répit propose ça en attendant que des auxiliaires de vie, que des accueils de jour puissent être proposés. Donc c'est déjà, il propose ça. Il propose également des séjours de vacances, des week-ends, où le patient et l'accompagnant, l'aidant, le conjoint ou les enfants donc puissent venir à ces séjours de vacances, ces week-ends. Il y a également donc un soutien au sein de cette plateforme de répit. Il y a une psychologue, une assistante sociale et qui permettent vraiment d'apporter une écoute personnalisée pour l'aidant, indépendamment, donc généralement le patient n'est pas là, d'apporter du soutien et puis surtout de faire le relais. Donc la plateforme de répit, Madame Melou va se mettre en relation, par exemple concernant mes patients, avec moi-même quand elle est confrontée à une situation difficile, également avec le médecin généraliste. Par exemple, un de leurs rôles, si par exemple certains patients ont besoin de se rendre en accueil de jour pour accorder du répit à un conjoint qui travaille, etc., ou qui est fatigué, qui est en situation d'épuisement, et que le patient n'est pas trop pour, parce que c'est particulier aussi de se rendre dans un accueil de jour, elle va l'y accompagner à plusieurs reprises et puis l'écouter pour voir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas, dans le but de réassurer le patient. Et tout récemment, donc comme j'ai parlé tout à l'heure d'un programme d'aide aux aidants, mais très spécifique pour les aidants de patients jeunes. Donc ça a été créé donc, par l'association Neuro-Bretagne. Donc, on a parfois des aidants qui ont 45 ans, 50 ans. Donc, il y a des problématiques très particulières. Il y a des enfants en bas âge, etc. Donc là, c'est vrai que c'est très spécifique l'aide aux aidants pour les patients jeunes de moins de 65 ans. Mais tout récemment, ça commence en octobre, là, la plateforme de répit de Rennes a créé sur le même modèle un programme pour les aidants de patients donc, souffrant de maladies neurodégénératives, tout âge confondu. Et il faut aussi savoir qu'il y a le réseau ASIA qui est situé à Chartres de Bretagne et qui a développé également, alors ça ne s'appelle pas aide aux aidants, c'est accompagnement des aidants, je crois. Et là, c'est toute pathologie confondue. Que le patient ait une maladie neurodégénérative, donc Alzheimer, Parkinson, un cancer, une pathologie autre. En fait, il y a une équipe mobile qui se déplace à domicile et qui apporte de façon très réactive, en à peu près 10 jours, ils peuvent assurer un entretien avec l'aidant. Le but étant alors de démêler une situation compliquée et puis de trouver des solutions par la suite. Voilà. Et ça, c'est également tout nouveau. Et ils ont tellement de demandes qu'ils vont probablement augmenter le nombre de ces personnes, où il y a un psychologue et puis ce qu'on appelle des gestionnaires de cas, ou je ne sais plus exactement, au sein de ce réseau ASIA. Voilà. Et la plateforme de répit de Rennes, c'est pratique. Il suffit de taper ça sur Google, vous avez un numéro de téléphone portable et vous tombez directement sur Madame Melou. Voilà. Il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de répondeur téléphonique où on attend 2 heures. C'est très simple. Et vous laissez un message sur le répondeur et elle rappelle systématiquement. Voilà. Alors autrement, donc ça c'est pour la plaquette, peut-être que je verrai directement avec la personne. Ah, alors celle-ci, je vais peut-être l'aborder à la fin, ou non, les deux. Alors, comment expliquez-vous à vos patients Alzheimer et à leurs aidants l'arrêt du remboursement des traitements symptomatiques de cette maladie? Comment réagissent-ils? Alors, j'étais sûre qu'il y allait avoir cette question. Alors, le déremboursement des médicaments, donc on appelle les anticholinesterasiques, j'en ai pas parlé dans ma présentation, fait un vrai débat au sein des médecins, et notamment des spécialistes de la maladie d'Alzheimer, et les spécialistes de la maladie d'Alzheimer ne sont pas d'accord entre eux, en sachant que, je rappelle juste pour l'Assemblée, les anticholinesterasiques, ce sont des médicaments qui ont pour but d'améliorer les symptômes de la maladie en améliorant les capacités attentionnelles, puisque ces médicaments, ils augmentent le taux d'acétylcholine dans le cerveau. Donc ça n'empêche pas les protéines toxiques de s'accumuler, mais ça permet aux neurones qui sont bien là et qui fonctionnent bien de compenser. Voilà. Alors,
qu'est-ce que j'en pense personnellement? Et c'est le cas de la majorité des médecins qui travaillent en consultation mémoire et des neurologues spécialisés dans la maladie d'Alzheimer, c'est qu'on est contre cette décision du gouvernement. On a écrit une lettre dans Le Figaro avec notamment la Société française de neurologie, la Fédération des consultations mémoire, où on a été très choqués de ce déremboursement. La France est le seul pays où ces médicaments ne sont plus remboursés. Et je rappelle qu'il y a vraiment des études rigoureuses qui montrent un effet qui, certes, est modeste. Ça, on ne le contredit pas. Il est modeste, mais il est significatif chez les patients qui souffrent de cette maladie. Que ce soit l'Alzheimer ou que ce soit d'ailleurs, j'en vois quand même beaucoup en consultation, des patients qui ont des troubles cognitifs en lien avec le Parkinson ou la maladie à corps de Lévy. Ces médicaments-là, donc l'effet est modeste, mais clairement, chez mes patients, au moins dans un tiers, voire plus, je vois une amélioration des symptômes, voire une stabilisation, et l'entourage et le patient parfois lui-même trouvent une amélioration. Alors, ils ont aussi été dits dangereux, ce qui a posé un réel problème également par rapport aux patients et par rapport à la confiance que les patients ont dans leur médecin qui, depuis 5 ans, leur prescrit un médicament qui est dit très dangereux par la ministre de la Santé. Donc clairement, ce médicament n'est pas dangereux si les règles de prescription sont respectées. Donc en fait, ce médicament, il est vrai, peut entraîner des troubles de la conduction cardiaque et donc en fait, il faut une consultation cardiologique ou un électrocardiogramme avant le traitement et également dans le cadre du suivi du traitement, 1 par an, voire 1 tous les 2 ans suffit. Voilà, et donc si ce médicament était vraiment dangereux, je pense qu'on s'attendait tous plutôt à ce qu'il soit déremboursé, non pas déremboursé, à ce qu'il soit retiré du marché et pas seulement déremboursé. Et donc qu'est-ce qui se passe, c'est que, alors me concernant, la majorité des patients veulent le poursuivre quand je leur explique cela. Alors, ce qui est un peu problématique, c'est que donc les effets de ce médicament, ce qui a été clairement prouvé, c'est que ça améliore l'autonomie et ça ralentit la perte d'autonomie et également, de façon très tardive, ça décale le délai d'institutionnalisation. Donc, en fait, ça prouve que ça améliore l'autonomie. Et en fait, le but, c'est... Là, j'ai quelques patients qui l'ont arrêté pendant 1 mois ou 2 suite à cette annonce. Donc, ça a été fait au beau milieu de l'été, donc je les vois maintenant. Et en fait, il y en a certains qui vont moins bien. Alors, le problème, c'est est-ce qu'ils vont moins bien parce que le médicament était réellement efficace et ils vont moins bien parce qu'ils ne le prennent plus, ou alors est-ce que c'est seulement des signes de sevrage? Ça, c'est difficile, mais on va pouvoir faire des études parce que tellement de patients financièrement ne peuvent pas poursuivre ce traitement qu'on va avoir plein d'arrêts. Et donc, avec toutes les consultations mémoire de France, on en a très longuement parlé, je pense que je dois avoir 1000 mails concernant ce déremboursement dans ma boîte mail. On va lancer des études pour filmer des gens, faire des questionnaires, comment c'était avant, comment c'était maintenant, pour montrer, parce qu'on en est globalement sûr, que ce médicament est efficace. D'autant plus qu'actuellement, il n'y a quand même pas de traitement, comme je vous l'ai dit, qui guérit de cette maladie. Et même de façon psychologique, dire voilà, aux patients qu'il n'y a absolument aucun médicament, que tout est déremboursé, je trouve que éthiquement, ça me paraît vraiment limite. Voilà, ça c'est mon avis. Bonsoir. Oui. J'aurais une question pour le professeur pour la maladie Parkinson. Je voulais savoir, le syndrome des jambes sans repos a-t-il un lien avec la maladie de Parkinson? Vous êtes un fin clinicien, oui. Alors, en quoi ça consiste pour l'Assemblée? Ce sont des symptômes qui surviennent principalement la nuit, quand on tricote. Hein, on bouge sans arrêt les pieds et les jambes, parce que quand on reste immobile, on a des fourmillements, des sensations très désagréables, d'où le nom de syndrome des jambes sans repos. C'est principalement la nuit, ça peut arriver le jour aussi. Il se trouve qu'il y a des causes qui sont connues, par exemple la carence martiale. La carence en fer peut être responsable de ça, l'insuffisance rénale aussi, mais dans bon nombre de cas, c'est un signe précurseur effectivement d'une maladie Parkinson qui va débuter des années après. Voilà. Et d'où d'ailleurs la sensibilité souvent de ces symptômes au traitement à la dopamine ou à des équivalents de dopamine. Voilà. Donc dans bon nombre de cas, oui, c'est un signe précurseur de maladie Parkinson, mais pas dans tous les cas. Vous avez à peu près une idée sur combien de temps après, en sachant que le syndrome de jambes sans repos est encore plus violent que ça?
Et En pardon sachant le syndrome des jambes sans repos est encore plus violent que ça la nuit. Donc c'est pas que des fourmillements, ça va plus loin que ça. Et le traitement est quand même assez lourd. Nous avons un traitement Parkinson, donc sur du Cifrol. Au bout d'un moment, on va arriver à une certaine limite de prise de ce médicament. Qu'en est-il pour après, pour la suite? Existe-t-il aujourd'hui en Bretagne une cellule venant en aide à ces gens qui sont concernés par ce syndrome? Alors, encore une fois, ça peut être un signe précurseur. En aucun cas, quelqu'un qui a un soin des jambes sans repos n'est pas, comment dirais-je, ne va pas devenir forcément un patient qui a une maladie de Parkinson. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Et comme, encore une fois, on n'a pas d'imagerie qui permette d'avoir avec certitude l'idée qu'on est oui ou non confronté à une maladie de Parkinson, il n'est pas possible de répondre clairement comme ça, très en amont. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que des personnes qui ont une maladie de Parkinson, qui ont développé cliniquement une Parkinson et qui avaient ce souci préalable, ça peut être des décennies avant, 10, 20 ans avant, oui, avec ces signaux-là. Mais je vous le répète, en aucun cas, c'est pas parce qu'on a ce symptôme-là qu'on va développer la maladie de Parkinson. Ça peut être totalement dissocié. Voilà. En dehors d'insuffisance rénale, de déficit en fer, le traitement peut être proche, puisque c'est de la dopamine ou l'équivalent de dopamine, mais ce n'est pas obligatoire l'évolution vers la maladie de Parkinson. Alors, ce sont les neurologues qui prennent en charge cette pathologie-là. Bien souvent, quand il ne s'agit pas d'une maladie de Parkinson et les choses ne sont pas plus compliquées, ce sont nos collègues libéraux qui s'occupent de cette maladie. On développe j'ai évoqué la pompe à apomorphine. C'est une des thérapies qui est testée actuellement dans les formes sévères de syndrome de jambes sans repos, indépendamment de toute maladie de Parkinson. Voilà, donc c'est une piste. On peut prétendre, excusez-moi, après je laisse la parole, on peut prétendre au réseau Neuro-Bretagne par rapport à ces syndromes? Pourquoi pas? C'est une bonne idée que d'ajouter cette pathologie qui est fréquente. Qui est de plus en plus fréquente, oui, qui est énormément, oui. Ça touche, je ne sais plus combien de personnes, mais c'est énorme. C'est une bonne suggestion. Merci beaucoup. Voilà. Alors j'ai une dernière question. C'est compliqué d'y répondre. De quelle manière permettre à un patient d'entrer dans un parcours de soins de la maladie d'Alzheimer quand il n'en a pas conscience et que le médecin traitant, médecin de famille, met à distance cette problématique? Alors, si on parle du médecin traitant, médecin de famille, il est vrai qu'il y a encore quelques années, la plainte de mémoire était jugée en fait banale par beaucoup de médecins généralistes et par beaucoup de médecins globalement, parce qu'on avait assez peu de données, et même les troubles cognitifs et les troubles de la mémoire étaient reliés à la vieillesse. Alors, actuellement, on forme de plus en plus les médecins généralistes et les futurs médecins généralistes, et on les sensibilise sur le fait qu'une plainte de mémoire doit bien être explorée et que s'il y a des éléments suspects ou si le patient est anxieux devant ses symptômes, il doit être adressé en consultation mémoire. Si, malgré des plaintes répétées de l'entourage, etc., et que le médecin traitant ne semble pas réagir à ça et banalise ce tableau, alors il y a des moyens, c'est-à-dire qu'à la consultation mémoire de Rennes, alors je ne peux pas parler pour tous les centres, on accepte de voir en consultation les patients avec une lettre, soit du patient, soit de l'entourage. Donc pas forcément... on n'a pas besoin forcément d'une lettre du médecin généraliste. Alors ça, je parle pour le côté plutôt gériatrie, pour les plus de 65 ans. Pour les moins de 65 ans, donc c'est dans l'unité où je travaille, c'est vrai qu'on exige en général un courrier du médecin traitant, parce que des jeunes gens de 30 ans qui se plaignent de leur mémoire, on ne peut pas tous les voir, on aurait des tonnes de demandes, donc on a besoin du filtre du médecin généraliste. Néanmoins, si, et ça j'insiste là-dessus, s'il y a vraiment un tableau troublant et que le médecin traitant ne réagit pas, et en ce qui me concerne, si le patient est jeune, il faut appeler mon secrétariat et je verrai le patient. Alors après, si le patient ne veut pas venir, alors ça c'est un réel problème. Généralement, quand même, en discutant alors avec le médecin généraliste ou en famille,
avec également parfois, quand la maladie évolue, il y a une sorte de docilité qui apparaît, qui remplace l'anxiété que génèrent les rendez-vous aujourd'hui. Enfin, les patients très anxieux, quand ils ont quand même un peu conscience de leur plainte de mémoire, ne veulent pas consulter, ne veulent pas savoir. C'est vrai qu'il faut respecter cela. À partir du moment où, après en avoir discuté avec le médecin ou la famille, ils acceptent, bien sûr, là, ils peuvent venir en consultation, mais ça peut prendre du temps, car c'est vrai qu'on ne peut pas prendre en charge un patient s'il ne le souhaite pas. Je suis quelques patients qui viennent avec le conjoint. Le patient ne me dit pas un mot pendant la consultation, que ce soit pour une maladie d'Alzheimer ou autre chose d'ailleurs, et dans le refus total de soins, alors on va dire que je donne quelques conseils, mais il y a des patients qui ne m'adressent pas la parole en consultation ou qui sortent très rapidement. Au moins, je suis présente ou l'équipe est présente pour les dents. Voilà. Mais voilà, je rappelle que s'il y a vraiment une difficulté de ce type avec un tableau inquiétant et pas de possibilité d'avoir un courrier du médecin généraliste, en tout cas la consultation mémoire de Rennes verra ce patient-là. Après, il faut qu'il accepte quand même de venir. Voilà. Et puis la plaquette, ça, je vais peut-être voir avec les personnes concernées directement pour la plaquette pour l'aide aux aidants. Et voilà, pour les questions de mon côté, c'était bon. Très bien, merci d'avoir bien volontiers répondu aux questions. Donc on avait prévu 19h, 21h, donc il est 21h. On va remercier encore effectivement nos deux cliniciens et M. Couplet d'avoir pris sur leur temps pour venir, je dirais, discuter avec les Rennais. Merci beaucoup de la qualité de votre présentation et puis de nous avoir montré effectivement qu'on a de la chance d'être en Bretagne puisque les parcours patients sont bien organisés et on espère que ça va diffuser effectivement partout en France. Merci beaucoup. Merci.